Cette histoire incroyable débute en Valachie, en l'an de grâce 1455. Une jeune femme d'une beauté saisissante, Lisa, sans doute dans la vingtaine, prend la décision de faire un voyage extrêmement périlleux jusqu'au château de Dracula. Elle passe tranquillement devant des squelettes empalés sur des fourches, comme si de rien n'était, bien qu'il soit évident qu'elle pourrait finir comme eux si les choses tournaient mal. Quand elle aperçoit enfin le château de Dracula, elle est complètement terrifiée, c'est aussi sinistre que les légendes le racontant. Pourtant, elle avance et réussit à pénétrer à l'intérieur, armée de rien d'autre qu'une petite dague pour se protéger du plus puissant des vampires qui existent. Dracula la repère de loin et, curieux comme pas possible, se téléporte juste devant elle, se demandant pourquoi quelqu'un serait assez stupide pour entrer directement chez lui. Elle explique qu'elle n'est pas là pour causer des problèmes, elle veut en fait apprendre de ses connaissances scientifiques afin de pouvoir aider les gens et sauver des vies. Son attitude audacieuse déconcerte Dracula et il est intrigué. Il décide de lui montrer sa pièce remplie de sagesse et de savoirs ancestraux. Lisa est époustouflée par ce qu'elle voit et commence à essayer de convaincre Dracula de voir les humains différemment, même s'ils sont souvent cruels et superstitieux. Quand il lui demande pourquoi elle est si déterminée, elle répond que c'est parce qu'elle veut rendre le monde meilleur. Ces mots touchent Dracula en plein cœur et en quelques minutes seulement, il s'est déjà pris d'affection pour elle. 20 ans plus tard, les choses prennent une tournure sombre. L'Église accuse Lisa de pratiquer la sorcellerie et d'autres choses maléfiques. L'évêque Marc ordonne qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît la chimie, et apparemment c'est suffisant pour que les gens pensent qu'elle est de mèche avec le diable. Même le maire admet être curieux de la chimie, mais se tait rapidement quand l'évêque lui jette un regard. Tandis que Lisa brûle, elle supplie Dracula de ne pas se venger des humains. L'évêque Marc, pensant qu'elle prie le diable, se contente de rire. Pendant ce temps, Dracula a voyagé à travers le monde, et quand il revient enfin au village de Lisa, il reçoit un coup de poing en plein ventre. Il s'avère que lui et Lisa étaient mariés, il porte toujours la bague pour le prouver. Alors qu'il marche vers sa maison, qui n'est plus qu'un tas de décombres, il rencontre une vieille femme venue lui rendre hommage. Quand il s'enquiert de Lisa, la femme lui dit que l'évêque l'a accusée de sorcellerie et l'a fait exécuter. La vieille dame parle gentiment de Lisa, la qualifiant de grande doctoresse et de bonne personne, mais Dracula est anéanti. Il réalise que sa femme est partie et des larmes rouges sang coulent sur son visage. Il commence à se blâmer d'avoir essayé de vivre comme un humain ordinaire pour rendre Lisa heureuse. Consumé par la rage, Dracula commence à perdre la tête, mais il parvient à se calmer juste assez pour dire à la vieille femme de faire ses bagages avec sa famille et de quitter le pays cette nuit-là. Après avoir lancé l'avertissement, il se transforme en une figure ardente et s'envole, laissant la vieille dame complètement stupéfaite. De retour en ville, les os de Lisa tombent en cendres, et la foule acclame comme si c'était une sorte de fête. Le maire propose d'aller prendre un verre avec Marc, mais Marc le rejette, disant qu'il doit rencontrer l'archevêque. Pendant que ces deux clones discutent, le feu derrière eux devient incontrôlable, et bam, Dracula apparaît. Tout le monde panique, mais Dracula ne perd pas de temps et exige de savoir pourquoi sa femme a été brûlée vive. Marc, audacieux, dit que Lisa était adepte de sorcellerie. Il insulte même Dracula, le traitant de pure invention issue de la magie noire. Dracula est furieux, mais il garde son calme et promet carrément d'exterminer tous les humains de Valachie en un an. Il les avertit de faire leurs bagages et de partir s'ils veulent vivre. Puis en maître, il s'envole, laissant le ciel pleuvoir du feu. De retour à son château, la rage de Dracula prend le dessus. Il fracasse des livres et brise des bouteilles, prêt à invoquer une armée des enfers pour se venger de l'humanité. Son fils Alucard fait irruption et le confronte, disant que ce plan est une idée terrible et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Alucard supplie son père de simplement éliminer la personne qui a tué Lisa et de passer à autre chose, mais Dracula ne veut rien entendre. Il soutient qu'aucun humain n'a pris la parole pour défendre Lisa, et maintenant il n'a plus que de la haine pour eux. Ce qui le met vraiment hors de lui cependant, c'est quand Alucard dit qu'il l'arrêtera. C'est tout, Dracula attaque son propre fils, et vous pouvez deviner comment ça se passe. Un an plus tard, les habitants de Valachie font la fête à l'église de Targoviste, célébrant qu'ils ont survécu malgré l'avertissement de Dracula. L'archevêque, si gros qu'il ne peut même pas marcher, est porté par des prêtres tandis que ses fidèles l'acclamant. Il commence à se moquer des menaces de Dracula, mais alors le ciel devient rouge sang, et il se met littéralement à pleuvoir du sang. Ce type ne réalise même pas qu'il est dans de profonds ennuis avant qu'il ne soit trop tard. Un tremblement de terre frappe et l'archevêque se retrouve au sol avec un éclat de verre planté dans la poitrine. L'église s'embrase et le feu prend la forme du visage de Dracula dans le ciel, rappelant à tous qu'il leur avait donné un an pour partir, mais qu'au lieu de cela, ils étaient restés et s'étaient moqués de lui. Sans pitié, Dracula déchaîne un essaim de démons pour déchirer tout le monde. C'est un massacre total. En quelques minutes, Targoviste est un désordre imbibé de sang avec des morceaux de corps partout. Une fois le carnage terminé, Dracula réapparaît, ordonnant à ses démons de répandre la destruction dans le reste de la Valachie. Quelques jours plus tard, deux idiots dans un bar ont une conversation tordue à propos d'un gars qui est tombé amoureux d'une chèvre. Ouais, n'allons pas par là. Ce qui compte, c'est que leur étrange discussion attire l'attention de quelqu'un. Puis, de nulle part, un paysan effrayé fait irruption dans le bar, paniqué à cause de l'armée de démons de Dracula. Mais même avec tout ce chaos, un certain Bocha Grande Gueule commence à fulminer contre les puissantes familles qui dirigent le spectacle. L'une des familles qu'il mentionne, les Belmont, attire l'attention d'un gars dans le bar et on sait que les choses vont dégénérer.
Alors que Boscha commence à fulminer sur sa haine de la famille Belmont, ce type assis au fond est tout ouïe, absorbant chaque mot. À un moment donné, Boscha se dirige vers le barman pour prendre d'autres verres. En fouillant sa poche pour des pièces, il aperçoit un blason sur le gilet du gars et réalise qu'il représente la famille Belmont. Au début, le type essaie de le nier, mais les choses s'échauffent vite quand Boscha accuse sa famille d'être la cause des attaques contre les humains. Boscha est convaincu que les Belmont sont impliqués dans de la magie noire et que leurs affaires louches ont attiré les démons de Dracula sur tout le monde. En entendant cela, le gars Belmont essaie de s'en aller, mais Boscha lui donne un coup de poing en plein visage. Puis vient un coup de pied brutal dans les bijoux de famille, mettant probablement fin à toute chance d'avoir des enfants pour lui. Alors qu'il est plié en deux de douleur, le type avoue enfin et dit qu'il est Trevor Belmont. Mais Trevor ne se laisse pas faire, il contre le mouvement suivant de Boscha et le met à terre. Maintenant c'est une bagarre générale avec 3 gars du bar qui se jettent sur Trevor. Les 2 premiers ne sont pas un problème pour lui, mais le dernier parvient à l'assommer. Et oui, un autre coup de pied dans les noix cette fois, Trevor supplie littéralement pour la miséricorde pour ses futurs enfants. Le deuxième round commence quand Trevor se remet sur pied et commence à éliminer l'équipe de Boscha un par un. Après avoir distribué de sérieuses corrections, Trevor trébuche dehors, vomit et s'effondre sous un arbre pour la nuit. Le lendemain matin, il se réveille, sort des bois et aperçoit Gresset, la prochaine ville sur son chemin. Pendant ce temps, à Gresset, l'endroit est un véritable cauchemar à cause des démons de Dracula. Les gens tombent comme des mouches, femmes, enfants, tout le monde, la ville entière est noyée dans le sang et le chaos. Trevor se faufile dans la ville par un conduit d'évacuation juste pour prendre un petit déjeuner. De l'autre côté, il voit un groupe d'adolescents jeter un tas de corps sous un pont. Pas vraiment un accueil chaleureux, il se dirige directement vers le marché, s'achète de la viande et mange en discutant avec un marchand d'armes. Le gars lui raconte cette histoire folle d'un héros endormi, enterré sous les catacombes. Trevor est un peu amusé mais l'ignore et va en apprendre davantage sur ce qui se passe en ville. Tous ceux à qui il parle paniquent à cause des démons et blâmant un groupe de orateurs vivant en ville pour tous les problèmes. En se promenant, Trevor aperçoit 2 prêtres en train de malmener un vieil orateur dans une ruelle. La façon dont il traite le vieil homme l'énerve vraiment, mais il essaie de ne pas s'en mêler. Cela ne dure pas longtemps cependant, quand les prêtres commencent à menacer de tuer l'orateur, Trevor intervient. Il sort son arme et frappe l'arme directement de la main d'un prêtre. Le prêtre barbu se met à pleurer comme un bébé et dit à son pote chauve de s'occuper de Trevor. Le chauve charge Trevor comme un total amateur et en paie le prix. Trevor esquive chaque mouvement que le gars lui lance et termine le combat en arrachant l'œil gauche du chauve de son orbite. Alors que le chauve est déprimé d'avoir perdu son œil, Trevor dit au prêtre barbu de déguerpir et de ne plus jamais embêter le vieil homme. Une fois qu'ils sont partis, le vieil homme remercie Trevor d'être intervenu et de l'avoir sauvé des prêtres. Il accepte de laisser Trevor le raccompagner chez lui. En chemin, le vieil homme révèle qu'il a 11 personnes avec lui, mais que l'une d'elles est portée disparue. Quand ils arrivent à la maison, Trevor rencontre le reste du groupe, qui s'avère aider les gens dans le besoin. Il s'avère que Trevor connaît une chose ou deux sur ces gens appelés orateurs, parce que quelqu'un de sa famille avait déjà eu affaire à eux. Il va droit au but et demande pourquoi ils sont agressés. L'un d'eux commence à expliquer, mais Trevor l'interrompt, disant que les habitants les blâmant pour les attaques de démons. L'aîné réplique, disant que ce ne sont que des mensonges de l'église, et que l'église est la raison pour laquelle les démons de Dracula sont ici en premier lieu. Il parle de Lisa, qui a été injustement brûlée à Targovist, et Trevor réalise à quel point toute la situation est compliquée. Quand Trevor insiste à nouveau, l'aîné explique qu'ils sont à Grisset parce que la ville a besoin d'aide. Il dit qu'il reste pour prendre soin des malades et des blessés, même avec tout le chaos ambiant. Il mentionne aussi quelque chose à propos d'un sauveur endormi, mais Trevor rejette cela comme un simple mythe. Il ne faut pas longtemps à Trevor pour comprendre que l'orateur disparu est parti à la recherche de ce soi-disant sauveur. Trevor ne semble pas trop perturbé et dit aux orateurs qu'ils devraient quitter la ville pour sauver leur peau. C'est alors que l'un d'eux lâche la bombe, la personne disparue est la fille de l'aîné. En entendant cela, Trevor propose d'aller la retrouver, ou du moins son corps, afin que l'aîné et son peuple puissent quitter la ville en toute sécurité. Après la discussion, Trevor sort du bâtiment croquant une pomme. Cet après-midi-là, le gars se dirige vers l'ouest de l'église de Gresset et entre dans un bâtiment qui mène aux catacombes. À l'intérieur, il allume une torche pour explorer l'endroit, puis il entend du bruit venant d'en bas et décide de voir ce qui se passe. Alors qu'il descend les escaliers, le sol cède et boum, il s'écrase à un niveau inférieur. Assez drôle, il essaie de marcher et tombe à plat à nouveau. Après s'être relevé et avoir secoué la poussière, il aperçoit la petite fille de l'aîné, mais elle a été transformée en pierre. Alors qu'il s'approche, un cyclope massif fait irruption dans la pièce et essaie de le transformer en pierre aussi. Maintenant, Trevor se bat pour sa vie, esquivant les rayons laser magiques du cyclope. Utilisant sa vivacité d'esprit, sa vitesse et sa taille, il tend un piège à la bête. Son plan fonctionne et il achève le cyclope d'un coup de dague en plein œil. Alors que le monstre s'effondre, sa magie s'estompe et la petite fille de l'aîné redevient normale. Une fois qu'elle est rétablie, la jeune fille essaie de convaincre Trevor d'aller trouver un sauveur endormi. Mais il ne veut rien savoir. Il en a marre de toutes ces légendes et la rembarre, lui disant même que tout le monde la croit morte. La jeune fille choquée se présente comme Sifa Belnad, mais Trevor s'en fiche complètement.
Après un moment, il reprend le chemin de la maison de l'aîné et Sypha le suit. L'aîné est fou de joie de voir Sypha vivante, car il pensait qu'elle était partie pour de bon, mais Trevor ne perd pas de temps. Il dit aux orateurs qu'ils doivent quitter la ville. Toute cette histoire de sauveur endormi revient sur le tapis, et Trevor la rejette, disant que l'endroit avec le cyclope ressemble beaucoup trop au château de Dracula. L'aîné est stupéfait quand Trevor dit que la personne sous les catacombes n'est pas un sauveur. Alors que Trevor s'éloigne, Sypha lui lance des piques, le traitant de malpoli et lui souhaitant mauvaise chance. Plus tard, Trevor est encerclé par un groupe de prêtres qui disent que l'évêque veut le voir. Même s'il a été excommunié, Trevor accepte de les accompagner, il l'emmène à l'église, où l'évêque Mark, qui n'a clairement pas toute sa tête, mène la danse. Tout de suite, Trevor réalise que ce type n'est pas de Gresso. Il se lance dans une discussion, et Trevor demande pourquoi l'évêque cible les orateurs. Mark continue de parler de la façon dont les non-croyants amènent des démons dans le monde. Il insiste même sur le fait d'avoir brûlé Lisa, disant que c'était la bonne chose à faire, et il ne le regrette pas. Pour en venir au fait, Mark propose un marché à Trevor, qu'il se tienne à l'écart de ses affaires avec les orateurs, et il laissera Trevor vivre. Mais il avertit Trevor de quitter la ville avant le coucher du soleil, où il est un homme mort. Alors Trevor comprend enfin que Mark a une vision assez étroite de ce qui est bon, mauvais, juste ou faux. Le gars est tout feu tout flamme pour défendre sa famille, mais se calme ensuite quand il réalise à quel point l'évêque est ignorant en matière de logique. Finalement, Trevor quitte l'église et se dirige directement chez l'aîné pour les prévenir. Il explique à l'aîné qu'ils doivent quitter la ville avant le coucher du soleil, où ils sont fichus. Même avec l'avertissement, Sypha dit « Pas question que j'abandonne les gens sans défense de Gressette ». L'aîné la soutient, disant que l'église nourrit tout le monde de mensonges. Il rappelle même à Trevor toutes les saletés que l'église a répandues sur sa famille pour éloigner les gens d'eux. Cela fait réfléchir Trevor à 2 fois sur ses croyances, mais il décide quand même de faire sortir les orateurs du bâtiment. Alors que le soleil se couche, les créatures nocturnes effrayantes commencent à se préparer à attaquer Gressette, tandis que les habitants s'emparant de leurs fourches et de leurs torches, prêts à traquer les orateurs. En un rien de temps, toute la ville grouille autour de la maison de l'aîné, un gars fait irruption, mais les orateurs sont déjà partis. Trevor est toujours là, cependant, et quand les prêtres exigent des réponses, il dit « Ils sont en sécurité, ne vous inquiétez pas ». Pendant ce temps, l'aîné et les orateurs se cachent sous les catacombes où ils ont abattu ce cyclope. De retour à la surface, Trevor refuse de livrer les orateurs, et pour cela, il se fait un peu malmener. Les choses s'échauffent quand Trevor sort sa dague, prêt à en découdre avec 5 prêtres. Il porte quelques coups, puis s'échappe, tirant une corde qui fait s'effondrer l'entrée derrière lui. Dehors, il vise un grand vieux crucifix, et quand il s'effondre, les habitants paniquent et se dispersent. Pendant qu'ils sont distraits, Trevor fonce vers une ruelle. En sortant, une bande de prêtres lui saute dessus, et le chauve réapparaît, cherchant un autre round. Trevor sort son épée, esquive tous les mouvements du chauve, et utilise même le gars comme bouclier humain contre les flèches entrantes. L'une de ces flèches atteint le bon œil du chauve, le laissant complètement aveugle. Le combat ne dure pas longtemps, Trevor élimine le reste des prêtres comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans le ciel, un essaim de démons volants encercle Gressette, prêt à se régaler de leur festin de minuit. Au milieu de toute la folie qui se déroule dehors, cris, sang, tout le tralala, l'évêque Mark est juste en train de se détendre à l'intérieur de l'église, le nez plongé dans un livre, totalement inconscient. Il est tout sourire quand la porte s'ouvre en grinçant, pensant que les orateurs sont fichus, mais non, il s'avère que les démons le visent lui à la place. Voyez-vous, Mark avait conclu un accord louche avec les démons, les orateurs morts avant le coucher du soleil, c'est pourquoi il était si déterminé à s'en débarrasser plus tôt. Mais voici le coup de théâtre. Le démon gay entre, affichant un sourire et commence à parler de son attirance pour la chair de Mark. Les pics sarcastiques du type laissent Mark tremblant de peur car il sait qu'il est foutu. Pour faire court, le démon transforme Mark en un délicieux encas et le mange littéralement vivant. Pendant ce temps, Trevor est en ville, courant comme si sa vie en dépendait. Oui, sa vie en dépend. Il est rapidement encerclé par une foule d'habitants en colère, mais Sypha intervient avec de la magie de feu et lui ouvre un chemin, éloignant la foule de lui. Alors qu'ils avancent, Trevor aperçoit ce prêtre barbu louche et le défie en duel. Le prêtre, clairement paniqué, sort une dague et commence à reculer, réalisant que Trevor ne plaisante pas. Trevor renverse la situation, faisant remarquer à la foule à quel point il est louche qu'un prêtre porte une arme mortelle. Puis il révèle tous les sales coups du prêtre, y compris comment les actions de l'évêque ont attiré la colère de Dracula sur l'humanité. Il n'en faut pas plus pour que la foule se retourne contre le prêtre, le poignardant à mort. De nulle part, une explosion massive se produit au loin, attirant l'attention de tous. Des démons commencent à déchirer les gens comme du papier et se dirigent droit vers l'emplacement de Trevor. Réfléchissant vite, Trevor rallie les villageois, leur disant de le suivre puisque sa famille a la réputation de tuer des démons. Il demande de l'eau bénite et du sel pendant que l'équipe des fourches se prépare au combat. Sypha érige un immense mur de glace pour canaliser les démons directement vers l'escouade des fourches. Une fois le mur scellé, les démons chargent, prêts à tuer. Au signal de Trevor, les gars des fourches se mettent au travail, tandis que le reste des villageois lance du sel et de l'eau bénite sur les démons. Les choses deviennent folles quand Trevor sort son fouet enchanté, frappant un démon si fort que ses entrailles explosent.
Les villageois, galvanisés par les mouvements de Trevor, commencent à riposter avec plus de confiance, mais le démon qui a mangé l'évêque n'est pas sur le point de laisser Trevor s'en tirer facilement. Il se fixe sur Trevor et charge, mais dans sa précipitation, il tombe dans un piège de glace tendu par Sypha. Pendant qu'il est coincé, le démon commence à fulminer sur le fait d'avoir des renforts de l'enfer. Mais Trevor ne le laisse pas finir. Il élimine le démon avec son fouet et l'explosion du démon fait un trou dans le sol. Le plancher cède et Trevor et Sypha tombent à l'intérieur. D'un autre côté, Trevor apprend à ses dépens que l'endroit est truffé de pièges. Paniqué, il s'enfuit avec Sypha esquivant d'énormes rochers pour éviter d'être écrasé. Mais leur malchance ne s'arrête pas là quand ils atteignent la salle des engrenages. L'un des énormes engrenages s'effondre. Heureusement, ils s'accrochent tous les deux à une solide armature métallique, évitant de justesse une chute mortelle. Ils parviennent enfin à s'enfoncer plus profondément dans le bâtiment, mais Trevor marche accidentellement sur un bouton qui déverrouille un cercueil au milieu de la pièce. Le cercueil s'ouvre en grinçant, et la mâchoire de Sypha tombe alors qu'Alucard en sort. Trevor n'est pas convaincu, il est sceptique, même si l'histoire de Sypha semble plausible. Il pense qu'Alucard pourrait être une mauvaise nouvelle et lui dit carrément qu'il ne le considère pas comme un sauveur. Trevor a ses raisons après tout, personne de vivant ne sait à quoi ressemble Dracula, et le fait qu'Alucard soit un vampire ne fait que rendre Trevor plus méfiant. Alucard essaie de balayer l'attitude de Trevor, mais le défie finalement en combat pour voir ce qu'il a dans le ventre. Le combat commence, et Alucard utilise la magie pour invoquer son épée. Trevor ne perd pas une seconde et lui assène un coup de fouet, mais il va devoir redoubler d'efforts s'il veut vaincre Alucard. Trevor garde ses distances, utilisant son fouet enchanté, mais Alucard esquive ses mouvements comme si de rien n'était et réduit la distance. Puis Trevor réalise un mouvement aérien impressionnant, projetant Alucard au sol. Alucard rebondit vite cependant, et désarme Trevor, jetant son fouet de côté. Le deuxième round commence et Trevor passe à son épée. Alucard est incroyablement rapide, alors Trevor doit compter sur la prédiction de ses mouvements juste pour suivre. Même avec tous ses efforts, il est clair que Trevor ne peut pas égaler la vitesse d'Alucard. Les choses deviennent folles quand Trevor se baisse et donne un coup de pied à Alucard en plein dans les bijoux de famille. Alucard n'est guère impressionné, lançant d'un ton sec et cinglant « Ayez donc un peu de classe !» avant de trancher le couteau de Trevor et de lui asséner un coup de poing solide qui le met à terre. Alors que Trevor est au sol, Alucard s'apprête à l'achever. Mais Trevor le poignarde avec une dague, l'arrêtant net. Alucard, toujours debout, menace de boire le sang de Trevor, mais ce dernier se contente de sourire, pensant qu'il est sur le point d'éliminer le fils de Dracula. À ce moment précis, Sypha apparaît, une boule de feu à la main, prête à rôtir Alucard sans hésitation. Quand Alucard réalise que Sypha est une oratrice, il se calme immédiatement et laisse Trevor partir. Il s'avère que tout le combat n'était qu'un test d'Alucard pour voir s'ils étaient assez résistants pour affronter les démons. Il explique son passé, notamment la punition de son père pour s'être opposé à l'anéantissement de l'humanité. Finalement, Alucard s'équipe et décide de faire équipe avec Trevor et Sypha pour vaincre les démons et mettre fin à cette guerre contre l'humanité. Il y a environ un an, avant que Lyssa ne soit arrêtée par l'église, elle avait l'habitude de prendre soin des personnes malades de son village. Avec dévouement, l'une de ses patientes était cette dame, Madame Juvara, qui souffrait de problèmes respiratoires assez graves. Lyssa a examiné ses symptômes, s'est rendue dans son petit atelier personnel et a concocté un remède spécialement pour elle. Elle a dit à la vieille dame qu'elle serait comme neuve en 5 jours si elle suivait bien le traitement. Alors que Lyssa raccompagnait Madame Juvara hors de sa maison, elle aperçut l'évêque Marc et sa suite de prêtres. On aurait dit que Madame Juvara les avait peu être informés, car l'un des prêtres lui lança un regard entendu au moment de son départ, un regard lourd de sens. L'évêque fit irruption chez Lyssa, affirmant qu'elle pratiquait la sorcellerie. Les choses dégénérèrent quand l'un des prêtres paniqua en voyant une centrifugeuse en action. Il ne savait pas ce que c'était et perdit complètement la tête, pris de folie. Cela ne fit que convaincre davantage l'évêque que Lyssa était une sorcière. Lyssa tenta de coopérer et expliqua même que tout cela n'était que science médicale, mais l'évêque n'en crut rien. Ils l'attachèrent et alors qu'il la traînait dehors, elle supplia l'évêque de ne pas lui faire de mal, le prévenant qu'il pourrait s'attirer de sérieux ennuis, mais l'évêque déforma ses paroles pensant qu'elle le menaçait et ordonna à ses hommes d'incendier sa maison. C'est ainsi que l'œuvre de toute une vie de Lyssa partit en fumée, réduite en cendres. Nous sommes maintenant en 1576 et Dracula pleure toujours sa défunte épouse, Lyssa. Après être resté un certain temps dans ses appartements privés, Dracula se dirige vers la salle de guerre pour rencontrer ses généraux. La réunion débute avec Dracula exprimant à quel point il méprise profondément l'humanité. Il parle d'anéantir tous les humains de Valachie et de céder la terre à ses démons. À en juger par l'expression des visages des généraux, la plupart d'entre eux ne sont pas entièrement d'accord avec son plan. Malgré cela, Dracula laisse les deux humains de son conseil, Isaac et Hector, présenter la prochaine étape cruciale de la guerre. L'un des généraux, Godbrand, s'échauffe et commence à se plaindre de la présence d'humains au conseil de guerre. Dracula le fait taire, expliquant pourquoi il fait confiance à Isaac et Hector. Il dit qu'ils détestent tous deux les humains et ne sont pas motivés par la soif de sang ou des désirs égoïstes. Après avoir exposé son point de vue, Dracula clôt la réunion et quitte la pièce. Une fois qu'il est parti, Godbrand continue de pester contre le fait de recevoir des ordres d'humains. Isaac réplique par un commentaire sarcastique qui touche une corde sensible, le faisant enrager. Plus tard, Isaac et Hector quittent le conseil et se rendent dans les appartements de Dracula. Ils sont curieux et lui demandent pourquoi il les a choisis pour diriger le conseil de guerre. Dracula répond disant que ses autres généraux sont trop guidés par leurs propres désirs. Il a choisi Isaac et Hector parce qu'ils sont disciplinés et non motivés par le plaisir ou la cupidité, ce qui les rend parfaits pour sa mission. Isaac et ses compagnons commencent à comprendre pourquoi Dracula les veut à son conseil de guerre. C'est une évidence. Pendant la réunion, Hector s'évade et commence à repenser à quel point ses parents étaient horribles avec lui quand il était enfant.
Pendant ce temps, Isaac jure qu'il aidera à anéantir l'humanité pour Dracula. Le lendemain, des habitants de Greyset sont occupés à réparer la ville, tandis que d'autres se débarrassent des corps de démons. Sypha dit au revoir à son grand-père et se sent assez abattu maintenant qu'il n'y a plus qu'elle et Trevor. Alors que l'aîné s'éloigne à cheval, Trevor apparaît et essaie de lui remonter le moral, mais il gâche tout avec ses mots maladroits, comme à son habitude. C'est si mal que Sypha doit lui dire quoi dire, mais au moins elle comprend ce qu'il essayait de faire. Ailleurs, Alucard est assis seul dans un bâtiment en ruine, esquissant un portrait de sa mère et de son père, perdu dans ses pensées. Pendant qu'il dessine, il commence à penser à son père, et à quel point il déteste devoir s'opposer à lui pour sauver le monde. Sa mère lui manque terriblement et il ne supporte pas ce qu'il doit faire pour arranger les choses avec les humains. Il a les larmes aux yeux mais se ressaisit quand Trevor apparaît. Derrière le château de Dracula, Hector est dans son atelier, utilisant l'alchimie pour invoquer un démon dans un nouveau corps. Godbrand, entré, s'excuse d'avoir perdu son sang-froid pendant la réunion de guerre, mais il ne perd pas de temps et demande à Hector ce qu'il pense de l'évolution de la guerre. Godbrand pense que c'est un désordre, comme si les vampires se déchaînaient simplement sur les humains sans aucun véritable plan, à part semer le chaos. Hector repousse l'idée, disant que Dracula pourrait en fait vouloir ce chaos, mais il commence à se demander si Godbrand n'aurait pas raison. Puis, des vampires serviteurs font irruption avec des cadavres frais de Greyset pour qu'Hector puisse travailler dessus. L'un des corps est celui de l'évêque, et Hector pense qu'il ferait une bête féroce avec des crocs. Godbrand s'en va, et Hector utilise son arme enchantée pour invoquer un démon. Il s'arrête quand le château tremble soudainement. Il s'avère que Dracula déplace le château vers un nouvel endroit dans le pays. Comme prévu, le château disparaît et réapparaît ailleurs, anéantissant tout ce qui est pris dans le champ magique. De retour à Greyset, Trevor et Sypha rejoignent Alucard pour discuter du château mobile de Dracula. Sypha dit « c'est juste une histoire inventée », mais Alucard la coupe, disant « non, le château de mon père bouge réellement, la magie le fait ». Trevor lance alors l'idée de se rendre à son ancien domaine familial, le manoir Belmont, car c'est là que sont cachées toutes les bonnes choses pour vaincre Dracula. Il est convaincu qu'ils y trouveront les outils et les connaissances nécessaires. Sypha est d'accord avec le plan, mais bien sûr, elle et Trevor ne peuvent s'empêcher de se lancer des pics chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Alors que le soleil se couche, le trio quitte Greyset, se dirigeant vers le manoir Belmont. Pendant ce temps, dans la salle de guerre de Dracula, les généraux sont de nouveau en train de se chamailler sans arrêt. Même la présence de Dracula ne peut les faire taire. Puis, de nulle part, un autre vampire entre et attire toute l'attention. Voici Carmilla, le type classique de féministe sans fioriture de Styrie. Elle montre son respect à Dracula mais ne perd pas de temps à semer la discorde, soulignant à quel point la salle de guerre est divisée. Puis elle pousse vraiment Dracula à bout en lui demandant pourquoi il n'a pas transformé Lisa en vampire pour lui sauver la vie quand il en a eu l'occasion. La pièce devient silencieuse, tout le monde est choqué. Dracula garde son calme et dit à Carmilla de le rencontrer en privé. Lors de leur tête-à-tête, Carmilla essaie de se montrer douce, mais l'expression impassible de Dracula la fait vite abandonner son jeu. Quand elle reçoit le feu vert pour parler, elle insiste sur le fait qu'elle ne voulait manquer de respect. Elle réitère ses commentaires précédents, disant que les généraux se posaient déjà la même question, alors elle l'a juste dit à voix haute pour que ce soit clair. Puis elle déforme ses paroles, faisant croire qu'elle essayait juste d'aider Dracula à résoudre le problème avec son équipe. La réunion se termine et Carmilla sort avec un sourire suspect, clairement en train de comploter quelque chose. Cette nuit-là, Trevor et la bande installent leur camp dans les bois. À un moment donné, Sypha devient curieuse et demande à Alucard pourquoi il ne brûle pas au soleil. Il explique qu'il est mi-humain, mi-vampire, puis il commence à parler de son père, mentionnant que Lisa était médecin, ce qui laisse Trevor un peu stupéfait. Même s'il est difficile pour Trevor de le comprendre, il est clair que Dracula n'est pas seulement un monstre. C'est un génie en matière de science et de philosophie, connaissant des choses que les humains ont oubliées maintes et maintes fois. Alucard continue de parler des grands projets de son père pour le monde, y compris l'anéantissement total des humains. Soudain, il s'arrête en plein milieu d'une phrase, entendant quelque chose d'étrange dans les bois. Quelques instants plus tard, des démons surgissent de nulle part, prêts à attaquer l'équipe. Alucard passe à l'action, se déplaçant comme l'éclair pour éliminer les deux premiers démons. La paire suivante charge sur lui ensemble, mais il tient bon et les maintient à distance. Trevor finit par se joindre au combat, utilisant sa lance pour abattre les deux démons. Puis d'autres démons apparaissent et commencent à cracher des boules de feu. C'est alors que Sypha apparaît, utilisant sa magie pour rediriger toutes les flammes. Elle utilise même ses pouvoirs pour encaisser un feu infernal directement de l'estomac d'un démon. Quand le démon essaie de tirer à nouveau, elle concentre les flammes dans son estomac et le fait exploser en morceaux. Après l'explosion, un démon parvient à s'échapper et s'envole pour faire son rapport à ses supérieurs. Plus tard cette nuit-là, Isaac est dans son atelier, se fouettant le dos. Le sang coule tandis qu'il se souvient d'une époque où son ancien maître lui faisait la même chose. À l'époque où il était esclave, il s'était fait prendre à fouiner dans l'atelier. Quand son maître lui demanda pourquoi, Isaac dit qu'il voulait juste apprendre et aider. Au début, le maître sembla se calmer, mais ensuite il continua de fouetter Isaac, disant que c'était pour la discipline. C'est alors qu'Isaac craqua. Il attaqua l'homme et le poignarda dans les yeux, le tuant. Maintenant, Isaac se répète sans cesse que l'amour n'existe pas dans ce monde. Godbrand apparaît peu après, avec des serviteurs portant le démon qui s'est échappé des flammes de Sypha. Il discute avec Isaac du démon d'Arjaz, mais devient ensuite curieux de savoir pourquoi Isaac continue de se fouetter. Isaac dit que cela l'aide à trouver la paix et la discipline.
Même si cela semble tordu, Godbrand ne cherche pas plus de réponse. Au lieu de cela, il part, lançant un commentaire sarcastique sur Isaac faisant sa magie vaudou sur le démon mort. Une fois Godbrand parti, Isaac pose le fouet et se dirige vers sa table d'opération. Il se sent un peu mal pour le démon mort mais le découpe quand même et utilise l'alchimie pour le ramener à la vie. Ensuite, il quitte son atelier et se dirige vers la salle de guerre pour rejoindre Dracula et les autres généraux. Là, Isaac et Godbrand parlent de l'escouade de démons qui a été attaquée près d'Argy. Carmilla interrompt, suggérant d'envoyer des troupes dans une ville appelée Brala. Elle soutient que prendre Brala empêchera les humains de s'échapper de Valachi, mais le fait que Brala soit entourée d'eau rend certains vampires mal à l'aise. La pièce éclate en dispute jusqu'à ce que Dracula exige le silence. Isaac prend la parole, s'opposant à l'idée de Carmilla, mais Hector soutient que Brala est leur meilleure chance de gagner la guerre. Les choses deviennent tendues quand Isaac mentionne Alucard faisant équipe avec un Belmont Agresso. Carmilla panique, sachant à quel point un Belmont peut être dangereux lorsqu'il s'agit d'éliminer des vampires. Elle s'enflamme et insiste pour qu'ils attaquent le manoir Belmont afin de détruire tout ce qui pourrait menacer leur espèce. Maintenant, Dracula est coincé, essayant de décider s'il doit suivre son plan ou non. Quand Hector était enfant, c'était un petit gars vif qui avait un faible pour les animaux. Une fois, il est tombé sur un chien mort dans une ferme et s'est senti mal pour lui, mais tenez-vous bien, il a ramené le chien à la vie. Le chien n'avait pas exactement l'air normal, mais Hector s'en fichait. Il jouait avec lui et s'y est super attaché. Quand il a ramené le chien à la maison, sa mère a totalement paniqué. Maintenant, dans le présent, Hector repense à ce souvenir tout en invoquant un démon dans un nouveau corps. Au début, le démon est agressif, mais il se calme une fois qu'il reconnaît Hector comme son maître. Pendant ce temps, Carmilla observe de loin et décide d'avoir une petite discussion avec Hector. Elle lance la conversation en vantant ses compétences et son intelligence, mais plonge ensuite directement dans les sautes d'humeur étranges de Dracula ces derniers temps. Hector admet qu'il est inquiet pour Dracula et pense que le gars est un peu indécis en ce moment. Carmilla suggère avec désinvolture d'envoyer une équipe au manoir Belmont, juste pour voir ce qu'Hector en pense, mais Hector refuse, disant qu'ils auraient besoin du feu vert de Dracula pour quelque chose comme ça. Carmilla devient curieuse et demande comment Hector a même rencontré Dracula. Hector explique que Dracula est apparu dans sa demeure privée à Rhodes, après la mort encore fraîche de Lisa. Dracula souffrait et avait besoin de l'aide d'Hector pour invoquer des démons de l'enfer. Quand Hector demanda pourquoi, Dracula dit que les humains avaient tué sa femme. Hector pouvait sentir que l'homme souffrait profondément. Hector accepta de rejoindre Dracula, mais seulement si les humains étaient traités comme du bétail pour les vampires et que leur nombre était réduit pour correspondre à la demande de sang. Avance rapide jusqu'à maintenant, Carmilla écoute l'histoire d'Hector et demande ensuite si les démons sont loyaux envers celui qui les invoque. Hector confirme et elle se penche, chuchotant d'envoyer une équipe à Brala et de convaincre Dracula d'attaquer l'endroit. Pendant ce temps, à minuit, Trevor et son équipe traversent les bois jusqu'à ce qu'ils atteignent le manoir Belmont. Là, Trevor aperçoit un seau qui mène aux recherches de sa famille. Alucard examine le seau et sent que quelque chose ne va pas. Trevor mentionne une vieille technique pour l'ouvrir, mais admet qu'il ne l'a jamais apprise parce que sa famille a été exilée. Sypha intervient utilisant la magie et les langues anciennes pour l'ouvrir. Après quelques sorts, le seau disparaît simplement. Trevor prend les devants, essayant de protéger le nom de sa famille d'Alucard, qui lance des accusations de magie noire. Il s'enfonce plus profondément dans le bâtiment, et Sypha tombe sur cette bibliothèque sombre et effrayante. Elle utilise la magie du feu pour éclairer l'endroit, révélant ce qu'il y a à l'intérieur. Voir tous ces livres et artefacts soigneusement rangés la sidère totalement, car elle peut se plonger dans autant qu'elle veut. Pendant ce temps, Alucard a cette manie de constamment essayer de dénigrer l'endroit chaque fois qu'il en a l'occasion. Étant donné que les racines de la famille Belmont sont en France, Sypha demande à Trevor pourquoi ils ont même fini en Valachie pour commencer à chasser Dracula, dit Alucard en fixant des crânes de vampires. Trevor se sent mal à l'aise et coupable, alors au lieu de parler, il montre quelques livres à Sypha, puis il aperçoit ce coffre au trésor qui attire son regard. Il est curieux, alors il le sort et commence à jouer avec les serrures. Utilisant un couteau, il les ouvre et même la serrure magique se dissout. Quand il l'ouvre, il sourit comme un fou, car à l'intérieur se trouve ce fouet légendaire que sa famille utilisait autrefois. Il s'appelle l'étoile du matin, mais Sypha n'est pas super impressionnée. Elle est entièrement absorbée par les livres en ce moment et vérifie même si Alucard s'amuse réellement, mais elle oublie un peu que tout l'endroit est essentiellement un sanctuaire dédié à l'anéantissement de l'espèce d'Alucard. Pendant ce temps, Godbrand s'éclipse pour avoir une conversation privée avec Dracula dans sa chambre. Quand il arrive enfin à parler, Godbrand demande à Dracula ce que les vampires sont censés manger si les humains sont anéantis. Il dit « D'où viendra le sang ?» Dracula suggère de stocker du sang ou de se nourrir d'animaux à la place. Mais Godbrand n'apprécie pas l'idée du sang de porc, même si Dracula dit « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi ». Godbrand continue de pousser, cependant jusqu'à ce que Dracula se mette sérieusement en colère et le coince dans un coin. La confiance du gars chute en flèche, et il déglutit difficilement, priant juste pour s'en sortir vivant. Finalement, il part, mais pas avant que Dracula ne lui décharge un tas d'insultes. Alors qu'il sort en trombe, Godbrand se confie à Carmilla, disant que Dracula a perdu la tête. Il mentionne même que Dracula a l'air de ne pas avoir mangé depuis des lustres. Quand elle demande pourquoi Dracula se laisserait mourir de faim, Godbrand dit carrément « suicide ».
Il pense que Dracula essaie de rejoindre sa femme dans la mort et d'entraîner toute la race des vampires avec lui. Alors qu'il s'éloigne, Carmilla lui dit de rester, mais il suppose qu'elle essaie de le draguer ou quelque chose comme ça. Ça l'énerve et elle le pousse dans les escaliers, violemment. Alors qu'il est allongé là, souffrant, elle lui marche dessus et commence à exposer son plan pour éliminer Dracula. Au lever du jour, Godbrand charge dans les bois, se déchaînant sauvagement sur des humains innocents, juste pour satisfaire sa soif de sang. Le type peu sûr de lui massacre des gens à droite et à gauche, et jette même une pauvre âme d'une falaise. Mais coup de théâtre. Ce fou se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Le gars a tellement soif de sang qu'il en rêve maintenant. Au lieu de cela, on lui sert un cochon pour le petit déjeuner, et d'une manière ou d'une autre, cela suffit à le faire reconsidérer le plan de Carmilla. Pendant ce temps, au manoir Belmont, Trevor tombe sur un miroir étrange et demande ce que c'est. Alucard l'examine et explique que c'est un portail pour transporter des choses. Puis il change d'avis, disant que c'est en fait pour espionner d'autres endroits. Il appelle aussi le manoir Belmont une décharge, ce qui énerve Trevor, mais avant qu'il ne puisse riposter, Sypha le tire à part et le prévient de ne pas mordre à l'hameçon. Pour détendre l'atmosphère, elle fait une blague sur son nom et Trevor ne peut s'empêcher de rire. Alucard, pendant ce temps, fixe le miroir comme s'il l'avait personnellement insulté. De retour chez Dracula, Carmilla travaille toujours sur Hector, essayant de le monter contre le grand chef. Elle dénigre Dracula, disant que s'il tenait vraiment à Lisa, il l'aurait transformée en vampire pour la protéger. Hector y réfléchit et admet qu'il est confus quant aux motivations de Dracula. Carmilla saute sur l'occasion, disant qu'un homme qui n'a pas la tête sur les épaules ne devrait pas diriger une guerre. Elle effraie même Hector en lui rappelant qu'il est humain et que toute cette guerre est contre les humains. Hector riposte, disant que Dracula a promis de ne pas anéantir tout le monde, mais Carmilla n'y croit pas. Elle insinue que Dracula pourrait ne pas être aussi honnête qu'il le sent. Puis elle pose la grande question. Hector est-il prêt à abandonner Dracula pour gagner cette guerre? Hector est déchiré, alors il emmène Carmilla dans son atelier pour garder leur conversation privée. Elle continue de lui présenter son plan pour renverser Dracula lorsque le château atteindra Brala, et elle ne lâche pas Hector non plus. Le gars craque finalement et admet que Dracula est trop puissant pour être combattu. Carmilla sourit, clairement satisfaite, et jette un coup d'œil au corps mort éparpillé dans la pièce. Un peu plus tard, Dracula quitte le château pour rendre visite à Isaac chez lui. Ils commencent à se remémorer leur première rencontre. À l'époque, Isaac était chassé par des magiciens qui prévoyaient de vendre ses parties du corps pour des ingrédients rares et de l'équipement magique. Dracula est intervenu et l'a sauvé, devenant la seule personne qui l'ait jamais soutenu. Isaac parle au présent, loyal envers Dracula. Pendant ce temps, Dracula est tout excité, disant que les humains l'ont encore poignardé dans le dos et maintenant il est prêt à les anéantir pour de bon. Isaac, même s'il est humain, ne semble pas s'en soucier. Il pense que Dracula est à un tout autre niveau et est prêt à mourir pour lui. D'un autre côté, Godbrand est en train de rallier une équipe de vampires pour poursuivre un rêve fou qu'il a concocté plus tôt. Après un certain temps, Dracula retourne au château, utilise son miroir magique pour jeter le manteau de Lisa quelque part d'inconnu et sort de sa chambre. Il commence à percevoir des vibrations étranges de la part de son équipe, même d'Hector, l'un de ses alchimistes de confiance. Il se dirige vers l'atelier d'Isaac, se plaignant de la façon dont ces gens agissent de manière louche. Il mentionne même Hector, mais Isaac fait une blague, appelant Hector un petit enfant. Il s'avère qu'Isaac sait qu'Hector a conclu un accord avec Dracula et s'est fait avoir. Pourtant, il estime que Dracula ne doit la vérité à personne puisqu'il est le chef et fait ce qu'il veut. Pendant ce temps, Godbrand et son équipe de vampires affamés se rendent dans une ville voisine, s'introduisant dans les maisons et semant le chaos. Honnêtement, je n'ai jamais vu un vampire aussi grossier et de basse classe que ce clown de Godbrand. Certains vampires sirotent le sang proprement du coup. Mais ce type et son équipe de cerveaux grillés se déchaînent, massacrant des humains à droite et à gauche. Au manoir Belmont, il fait un froid glacial dans la bibliothèque, et Sypha tremble tellement qu'elle finit par se blottir contre Trevor sous sa couverture malodorante. Tout en supportant l'odeur, elle parle d'Alucard, disant qu'il se sent vide, comme s'il était au-delà de la simple tristesse. Elle le décrit comme un vide froid et sans âme dès qu'elle est près de lui. Trevor tente de justifier sa mélancolie, mais quand il se retourne, Sypha est déjà assommée, profondément endormie. Godbrand finit par retourner au château de Dracula, et se dirige directement vers l'atelier d'Isaac. Grosse erreur, il commence à déblatérer sur les plans de Carmilla, affirmant qu'ils sont bien plus logiques que la guerre désordonnée de Dracula. Sa façon de parler crie à la trahison pour Isaac. Alors que Godbrand se retourne pour partir, Isaac le frappe par derrière, le fouettant et lui arrachant la gorge. Malgré ses grandes paroles, Godbrand hurle comme un enfant, tentant de se protéger d'un simple humain. Mais Isaac ne lâche rien. Il le fouette à nouveau, le cloue au sol, et l'achève d'un coup de poignard, en renvoyant son âme de traître directement en enfer. Le lendemain, Isaac se détend devant la demeure de Dracula, dispersant les cendres de Godbrand comme un dernier adieu. Pendant ce temps, Carmilla utilise un miroir magique pour discuter avec son équipe restée en Styrie. Elle leur dit de se rassembler à Braila avant que le château de Dracula n'y apparaisse. Puis on frappe à la porte, interrompant sa conversation. Il s'avère que c'est son informateur, et il lui annonce que Godbrand est M. Elle est loin de se douter qu'Isaac est en train de disperser les cendres du type qu'elle recherche.
Au manoir Belmont, Alucard et Sypha continuent de fouiller les livres, à la recherche d'informations utiles. Pendant ce temps, Sypha se plaint de la façon dont son peuple transmet le savoir oralement au lieu de tout écrire. Elle trouve cela limitant et pense qu'il devrait vraiment commencer à tout noter. Alucard, de son côté, est plus préoccupé par la proximité grandissante entre Sypha et Trevor. Il a l'impression que Sypha est trop facilement distraite par Trevor et ne le considère pas comme le compagnon idéal. À un moment donné, Sypha comprend les petits jeux psychologiques d'Alucard et réalise qu'il essaie juste de pousser Trevor à faire ses preuves constamment. Finalement, Sypha tombe sur un livre important et en demande un autre pour l'aider à déchiffrer les langues qu'il contient. Pendant qu'elle travaille là, dessus, Alucard mentionne nonchalamment que son père lui a appris énormément de choses quand il était enfant. Il laisse échapper qu'il a grandi très vite, alors Sypha commence à le taquiner, le traitant d'enfant coincé dans un corps d'adulte. Ailleurs, Hector emmène Isaac hors du château de Dracula pour une conversation privée. Isaac se méfie un peu d'Hector mais accepte de l'écouter. Dans les bois, Hector commence à parler du désordre dans la salle de guerre et suggère de déplacer le château de Dracula à Braila pour remettre tout le monde d'accord. Isaac n'est pas immédiatement convaincu par l'idée, car cela pourrait servir les intérêts de Carmilla, mais il finit par accepter, pensant que cela pourrait freiner ses manigances. Il partage même un rire à la fin quand Isaac fait une blague sur Godbrand. Après leur discussion, Hector se rend chez Carmilla et lui fait savoir que tout se déroule comme prévu. Carmilla est ravie car non seulement Hector a raillé Isaac à sa cause, mais il a aussi organisé l'attaque de démons contre le manoir Belmont. Sa prochaine étape est de faire en sorte qu'Isaac propose lui-même le déplacement à Braila à Dracula. Son plan est d'utiliser ce moment pour s'assurer le soutien d'Isaac et rendre impossible pour Dracula de refuser de déplacer le château. Comme prévu, Isaac parle à Dracula et lui expose l'idée de déplacer le château à Braila. Quand on lui demande pourquoi, Isaac révèle que Hector ne se sent pas à l'aise dans la salle de guerre. Dracula commence à douter de la loyauté d'Hector, mais Isaac le soutient, affirmant qu'Hector est toujours de leur côté. Dracula écoute, y réfléchit et accepte de déplacer le château tant que les humains continuent de souffrir. Autrefois, Dracula n'était pas toujours aussi morose et abattu. Un jour, des marchands de Kronstadt l'ont manqué de respect, alors il a pris son temps pour recueillir des informations sur leur ville. Quand il a finalement attaqué, les hommes ont envoyé leurs femmes dans les bois, mais sont revenus pour leur butin. Grosse erreur, Dracula a observé de loin et en a fait un exemple, les déchirant un par un. Tête coupée, gorge arrachée, homme écrasé, c'était brutal. C'est devenu si grave que Dracula a en fait apprécié, se lançant dans une frénésie. Il a même vidé un pauvre homme de son sang, le laissant pour mort, tandis qu'un autre suppliait pour sa vie. Dracula l'a laissé vivre, mais l'a plutôt donné à manger à son équipage. Puis, alors qu'il volait dans les environs, un archer idiot lui a tiré dessus. Mauvaise idée. Le type s'est retrouvé coincé dans sa tour et Dracula lui a infligé une vilaine morsure à la gorge. Il s'avère que 40 marchands avaient manqué de respect à Dracula, et il s'est assuré de ne pas tuer plus de 40 personnes. Au final, il a empalé leur corps sur des fourches pour que les femmes les voient. Dracula partage cette histoire avec Isaac, mais conclut en disant que la mort ne signifie plus rien pour lui. Peu après, Carmilla arrive avec Hector et convainc Dracula de déplacer le château à Braila. Alors qu'Hector s'en va, Dracula dit à Carmilla de le prévenir quand il sera temps de faire le déplacement. Isaac part aussi mais promet de rester avec Dracula jusqu'à ce que le plan de Braila soit terminé. Pendant ce temps, Carmilla montre à Hector une toute autre facette d'elle-même. Elle prend les rênes, le manipule et le pousse à suivre ses ordres puisqu'il a déjà trahi Dracula. Maintenant, Hector est complètement piégé et doit jouer le jeu de Carmilla pour rester en vie. Ce soir-là, Sypha se détend avec un livre quand elle découvre un sort qui peut immobiliser le château de Dracula. Elle s'enthousiasme et l'explique à Alucard et Trevor, mais ensuite, la bibliothèque commence à trembler. Alucard sent le danger et effectivement, des démons sont à l'entrée de la bibliothèque. D'autres démons arrivent à l'entrée de la bibliothèque souterraine essayant de briser le sceau. L'un d'eux, armé d'une lance magique, ne peut même pas l'égratigner, mais un autre double de taille et s'acharne avec une force brute sur le sceau, faisant trembler toute la bibliothèque en dessous. Pendant ce temps, Alucard saisit le miroir enchanté et le marque pour que Sypha puisse commencer à y opérer sa magie. Trevor est perdu dans ses pensées, tiraillé entre se précipiter au combat et probablement mourir, ou rester en arrière avec Sypha. Alucard lui parle et l'instant d'après, Trevor, ivre et tout, se porte volontaire pour sortir et affronter les démons. Les démons continuent de marteler le sceau et la situation semble difficile. Finalement, il le frappe assez fort pour le briser complètement. Trevor se dépêche de monter dans le bâtiment pendant qu'Alucard active le miroir et le verrouille sur le château de Dracula. Au même moment, Dracula passe à l'action, téléportant le château à Braila. Alucard est secoué quand le château disparaît, mais il le retrouve rapidement. À Braila, le château apparaît et les gens commencent à fuir pour sauver leur vie. Alucard retrouve le château en un rien de temps, mais Trevor est coincé dans une bagarre avec un démon massif. Il sort le fouet étoile du matin pour équilibrer les chances, mais ne peut pas porter un coup net à la gorge du démon. Même après avoir été projeté au sol, Trevor rebondit, enfonce son épée dans la gorge du démon et achève le travail. Le démon, confus et agité, perd un membre, puis sa vie, mais Trevor n'a même pas le temps de souffler qu'un autre démon l'attaque. Pendant ce temps, Hector s'échappe du château de Dracula avec Carmilla, qui traîne le cadavre zombie de l'évêque Marc comme si de rien n'était. La majeure partie de l'armée de Dracula traverse le pont pour envahir la ville.
Juste au milieu du pont, Carmilla ordonne à l'évêque de transformer toute la rivière en eau bénite. Alors que le cadavre en décomposition commence à lancer le sort, l'équipe de Carmilla se met en position dans la ville, attendant le signal. Puis l'un d'eux donne l'ordre de faire sauter le pont. Le chaos éclate, les forces de Dracula tombent dans la rivière et sont instantanément vaporisées. Certains des généraux de Dracula, voyant le massacre, s'enfuient et retournent au château. Pendant ce temps, Trevor est toujours en mode survie, affrontant un démon habile. Il se déplace rapidement, esquivant les coups de poing à gauche et à droite. Finalement, il déjoue le démon et le cloue au sol avec son fouet. Mais juste au moment où il reprend son souffle, un autre démon fond sur lui d'en haut, préparant une boule de feu dans son ventre. Trevor le repère juste à temps, lance son fléau sur le ventre du démon, et boum, des feux d'artifice illuminent le ciel. Alors l'autre démon que Trevor affrontait revient à la charge, cette fois en mode bête féroce. Trevor commence par jouer la défense, mais ensuite il change de tactique, charge le démon et l'élimine d'un coup de poignard bien placé. Alors que ce démon mord la poussière, un autre fond sur lui par derrière. C'est le moment où Trevor doit probablement se maudire d'avoir accepté de jouer au tueur de démons. Ce nouveau a des ailes, ce qui le rend beaucoup plus difficile à gérer. Une seconde, il est devant lui, la suivante, il le traîne directement dans un monde de douleur. Trevor riposte avec quelques os qu'il a ramassés et parvient d'une manière ou d'une autre à mettre le démon sur la défensive. Après une chute, Trevor se ressaisit, se relève et se lance dans le deuxième round. Cette fois, il accélère et poignarde le démon, le projetant d'une autre plateforme. Juste au moment où celui-ci touche le sol, un autre démon apparaît et s'en prend à Trevor. Pendant ce temps, à la rivière de Braila, votre homme l'évêque est littéralement en train de rôtir parce qu'il était trop stupide pour s'échapper avant que le sort ne fasse effet. Après qu'il soit grillé, l'équipe de Carmilla installe un faux pont sur la rivière pour prendre d'assaut le château de Dracula. L'armée des vampires charge et Carmilla traîne Hector avec elle, lui faisant savoir qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Le pauvre homme court comme une chèvre effrayée puisqu'il n'a vraiment pas d'autres options. De retour au manoir Belmont, Trevor a un mal fou à essayer d'abattre le dernier démon. Sypha s'éloigne du chaos avec une pile de livres pendant qu'Alucard est occupé à travailler sur son miroir enchanté. Elle se dirige vers Alucard, active sa magie et commence à essayer de prendre le contrôle du château de Dracula à travers le miroir. Pendant qu'elle s'affaire, les forces de Carmilla arrivent au château et commencent à enfoncer la porte avec un énorme morceau de bois. Au moment où il frappe la porte, Isaac a un mauvais pressentiment que quelque chose ne va pas. Quand la porte s'ouvre enfin, Isaac et d'autres vampires chargent l'équipe de Carmilla pour les empêcher d'atteindre Dracula. Isaac finit par monter à l'étage pour avertir Dracula de la trahison. Une fois qu'il décrit à quoi ressemble l'armée de Carmilla, Dracula fait le lien et réalise qu'elle est derrière l'attaque. Cela seul met Dracula dans une rage folle car, soyons honnêtes, personne ne prendra son château. Sypha continue d'opérer sa magie sur le château, mais les énormes engrenages de la salle des machines résistent. Juste à ce moment-là, Trevor arrive à temps et élimine un démon qui s'en prenait à Sypha. Elle intensifie encore sa magie et obtient un contrôle partiel du château, le faisant se téléporter partout dans Braila. Les sauts constants provoquent l'emportement d'une partie des forces de Carmilla par l'eau de la rivière. Heureusement pour elle, Carmilla est assez intelligente pour attraper Hector et déguerpir avant que les choses n'empirent. L'eau inonde le château de Dracula, éliminant un tas de vampires. Bien que certains des généraux loyaux de Dracula parviennent à survivre, au final, Sypha prend enfin le contrôle total du château et le déplace hors de Braila. Il s'avère cependant qu'elle le gare à quelques pas du manoir Belmont. Alucard garde son calme, mais on sent qu'il ressent la pression car il sait qu'il est temps d'affronter son père. Le château est en plein chaos, et la rage de Dracula est démesurée, transformant la lune en un rouge sang. Alors que le temps s'écoule, Alucard se détend dans la bibliothèque, perdu dans ses pensées, planifiant son prochain mouvement. Il sort avec Sypha et retrouve Trevor, prêt à partir. Sypha opère sa magie, littéralement créant un chemin de glace qui les emporte tous les trois hors du repère souterrain. Une fois à la surface, Alucard prend la tête vers le château, même s'il n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée d'affronter son père. La folie à l'intérieur du château s'arrête dès qu'Alucard entre. Les vampires ennemis, malgré leur querelle, s'unissent pour affronter Alucard, Trevor et Sypha. Alucard lance les hostilités en sortant son épée enchantée et en chargeant les vampires. Trevor passe en mode bête, écrasant un vampire malchanceux dans l'oubli et envoyant son âme directement en enfer. Pendant ce temps, Sypha est là, ressemblant à une maîtresse du feu, lançant des flammes partout et tenant les autres vampires à distance. Alucard sous forme de loup plonge à travers le feu et arrache la gorge d'un vampire. Un autre vampire tente une manœuvre astucieuse contre lui, mais Alucard appelle son épée et les élimine. Sypha, exhibant ses pouvoirs de glace comme si elle n'avait rien à prouver, commence à tirer des balles de glace et abat toute une équipe de vampires. Deux généraux vampires se précipitent sur elle, mais Trevor intervient pour s'occuper de l'un d'eux. L'autre général, eh bien, elle tombe dans le piège de Sypha et finit coupée en deux. Oui, pas une jolie vue. Trevor, quant à lui, affronte un vampire habile au corps à corps. Il esquive les attaques comme un pro, et puis Bombay piège le vampire avec son fouet. La dernière chose dont ce vampire se souvient est l'extrémité explosive du fouet qui lui explose au visage.
Alucard affronte un général vampire sournois qui utilise des clones de fumée pour le déstabiliser. C'est un combat difficile, mais Sypha intervient et la gèle complètement. Puis, avec une réflexion rapide, elle lance Trevor en l'air et il s'associe à Alucard pour abattre 2 généraux vampires à la fois. Pendant ce temps, Isaac tient la ligne. S'assurant qu'aucun vampire ennemi ne s'approche, il les démolit à gauche et à droite avec son fouet quand il aperçoit Alucard dans le château. Même s'il n'est qu'un simple humain, Isaac esquive l'épée d'Alucard comme un vrai dur à cuire. Alucard doit probablement s'en vouloir d'avoir raté ce coup car la tête chauve d'Isaac était une cible parfaite. Isaac ne perd pas de temps et se précipite pour avertir Dracula de l'arrivée d'Alucard. Il suit Dracula jusqu'à ses appartements, où Dracula est carrément choqué qu'un humain comme Isaac risque sa vie pour le protéger, mais pendant qu'Isaac est distrait, Dracula utilise ses miroirs enchantés pour le téléporter dans le désert. Isaac arrive de l'autre côté du miroir, se lève et essaie immédiatement de revenir vers Dracula, mais le portail se referme brutalement. Il tombe à genoux, blessé et s'en voulant de ne pas avoir remarqué les miroirs plus tôt. Pendant ce temps, Alucard rencontre son père de l'autre côté et le défie en duel. Même si Dracula n'a pas mangé depuis des années, il est excité à l'idée de donner une sérieuse correction à son fils, mais quand Trevor et Sypha apparaissent, le visage de Dracula devient mortellement sérieux. Le combat commence avec Alucard balançant son épée et projetant Dracula contre un mur. Malheureusement, Dracula s'en débarrasse, le bloque et le frappe violemment au visage. Trevor intervient ensuite mais est projeté dans le coin de la pièce comme si de rien n'était. Sypha essaie de s'interposer, lançant du feu au visage de Dracula, mais il finit par en avoir marre d'elle et la jette au sol comme une poupée de chiffon. Trevor, furieux, charge Dracula et lui assène une rafale de coups de poing. Mais c'est comme frapper un mur de briques. Dracula ne bronche même pas. Dracula attrape Trevor dans une prise d'étranglement, mais Alucard intervient juste à temps pour le sauver d'être écrasé. Dracula tient toujours bon, même après que Sypha lui brûle à nouveau le visage, mais cela ne le ralentit qu'une seconde. Il gifle rapidement Sypha et Alucard au sol. Quand il se relève, Trevor essaie de l'empaler, mais c'est un échec. Les trois s'associent et parviennent à porter quelques coups, mais c'est Trevor qui inflige le plus de dégâts en sortant le fouet étoile du matin. Après une énorme explosion, Dracula trébuche mais reste debout un instant avant de finalement s'effondrer au sol. À ce moment-là, il réalise que ses adversaires ne plaisantent pas. Dracula invoque une énorme boule de feu et la lance vers Alucard. Sypha essaie de la retenir mais submergée en quelques secondes. Heureusement, Alucard et Trevor interviennent pour l'aider à renvoyer la boule de feu sur Dracula. Alucard enchaîne et projette la boule de feu directement sur son père. L'explosion les propulse dans une autre partie du château, laissant Dracula et Alucard seuls pour en découdre. Dracula passe à l'offensive, attaquant Alucard avec une vitesse folle et une force brute. Ils s'affrontent en plein air, mais Dracula a clairement le dessus. Quelques coups de poing plus tard, Alucard est contraint de jouer la défense. Le combat s'éternise jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une autre pièce, où Alucard a du mal à reprendre son souffle. Désespéré, il attrape un pieu et essaie de l'utiliser. Mais Dracula se moque de lui. Alucard riposte, disant que Dracula est mort à l'intérieur depuis la mort de Lisa. Il accuse Dracula de vouloir mourir, et avec cela il parvient à le poignarder à la poitrine mais manque son cœur de quelques centimètres. Le combat continue, mais maintenant Dracula commence à paraître épuisé, et Alucard parvient enfin à suivre. Il se retrouve dans la salle des engrenages où Alucard est roué de coups de poing. Finalement il entre en surmultiplication, se déplaçant si vite que Dracula peut à peine suivre. Alucard assène un coup de poing brutal au visage de Dracula, mais sa chance tourne quand Dracula le projette au sol, l'assommant. Alucard se réveille juste à temps pour encaisser un autre coup brutal au visage. Alors qu'il lutte pour se tenir debout, Dracula l'attaque à nouveau, implacable. Mais alors Dracula s'arrête. Il regarde autour de lui et réalise qu'ils se battent dans la pièce où Alucard a grandi. La rage quitte son visage et il est soudain rempli de regrets. Le clair de lune redevient normal et Dracula s'avoue qu'il ne veut plus combattre son fils. Submergé par le chagrin, il reste là, attendant, tandis qu'Alucard s'approche de lui avec le pieu. Acceptant son destin, Dracula laisse Alucard le poignarder au cœur. Alucard hésite un instant mais finit par s'y résoudre et met fin à la vie de son père. Alors que le corps de Dracula tente une dernière attaque, Trevor intervient et le décapite. Quelques instants plus tard, Sypha réduit les restes de Dracula en cendres, l'envoyant directement en enfer. Une fois tout terminé, Alucard est accablé par la culpabilité. Trevor et Sypha essaient de le réconforter, lui rappelant qu'il a sauvé l'humanité, mais le chagrin est trop grand. Au moins, il parvient à retenir ses larmes devant eux, car s'il ne l'avait pas fait, eh bien, c'est une toute autre histoire. Plus tard ce matin-là, Alucard erre dans le château, essayant de nettoyer ce qu'il peut. L'endroit est un désastre total après la bataille d'il y a quelques heures. Sypha est époustouflée par tout l'équipement scientifique et les structures impressionnantes du château. Elle essaie de nier avoir mis le désordre dans la salle des machines, mais Trevor la confronte, lui rappelant qu'elle a utilisé sa magie pour forcer les engrenages à bouger. Après s'être chamaillée, elle se demande quel sera le prochain mouvement d'Alucard maintenant que Dracula est parti.
Alucard apparaît presque immédiatement et dit qu'il envisage de se rendre à son caveau agressé. Trevor l'interrompt et suggère à Alucard de prendre plutôt le contrôle du manoir Belmont, lui demandant de veiller sur le château de Dracula et le savoir de sa famille. Alucard est sidéré, il n'aurait jamais cru que quelqu'un d'aussi grincheux que Trevor ferait une offre aussi généreuse. Pendant ce temps, dans le désert, Isaac est agenouillé près d'une oasis, essayant de boire de l'eau. Un groupe de cavaliers arrive et commence à se moquer de lui. Isaac les ignore d'abord, mais quand leur chef arrogant menace de le transformer en dîner, Isaac change la donne et l'élimine. Le reste de l'équipage panique et essaie de riposter, mais Isaac les abat un par un de manière sérieusement horrible. Un type se fait même arracher le visage. Cette nuit-là, Isaac fait griller de la viande sur un feu et la mange pour le dîner. Ensuite, il reste assis, réfléchissant s'il devrait utiliser l'alchimie sur les cadavres frais. Finalement, il décide de les ressusciter en démons pour sa cause. Le lendemain, il est de nouveau en mouvement à travers le désert. Maintenant, avec une escouade de démons à cheval à ses côtés. Plus tard ce matin-là, Sypha discute avec Trevor de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Elle est censée retrouver son peuple bientôt, mais dit à Trevor qu'elle veut vivre plus d'aventures avec lui une fois qu'elle sera de retour. Elle est gonflée à bloc par tous les monstres qu'ils ont vaincus et les dangers évités de justesse. Et elle brûle d'envie de créer de nouveaux souvenirs absolument dingues avec lui. Trevor l'écoute, et même si son idée semble complètement folle, il est entièrement partant. Il est évident que Sypha s'est pas mal attachée à Trevor, elle est super à l'aise en sa présence. Leur conversation se termine avec elle qui lui tient le bras tandis qu'ils admirent un magnifique coucher de soleil ensemble. À Brala, Carmilla rôde dans l'ombre et demande à Hector de l'informer quand le soleil se couche. Au lieu de s'enfuir tant qu'il en a l'occasion, Hector traîne simplement, se laissant surprendre par le coucher de soleil, lui et Brala. Une fois le soleil disparu, Carmilla sort et annonce qu'elle retourne en Styrie. Hector l'interroge sur le château de Dracula et la raison de son déplacement étrange il y a quelques nuits. C'est alors qu'il apprend que le château était piégé par la magie et que Dracula est mort. Carmilla affirme l'avoir confirmé grâce à des miroirs enchantés, il n'y a aucune trace de lui. Hector est complètement stupéfait, mais Carmilla tente de lui remonter le moral. Bien sûr, sa façon de lui remonter le moral consiste à le transformer en son animal de compagnie personnel. Elle le fait maîtriser, et tandis qu'Hector essaie de comprendre ce qui se passe, Carmilla le tabasse violemment. C'est si terrible qu'il supplie littéralement pour sa vie, mais elle ne lâche rien. Après toutes ces années passées au service de Dracula, c'est à ce moment-là qu'il reçoit une raclée brutale de la part d'une vampire narcissique. Quand elle a enfin terminé, elle lèche le sang sur lui et le qualifie de bon animal de compagnie. Au fil du temps, les forces de Carmilla se préparent à quitter Brala pour la Styrie. Hector, désormais enchaîné comme un chien, s'accroche aux cordes autour de son cou pour éviter d'être traîné au sol. Il regrette déjà tout, mais il est trop tard. Carmilla est aux commandes maintenant. Le lendemain matin, Trevor et Sypha se préparant à quitter le château de Dracula, Alucard reste en retrait les observant. Quand ils ont fini, Sypha leur dit au revoir et Trevor fait un signe de la main polie. Alucard, lui, leur fait un doigt d'honneur avec un léger sourire. Trevor éclate de rire et lâche un gros mot avant de monter sur le chariot et de partir au loin. Dans les bois, Sypha déborde d'excitation. Une nouvelle aventure avec Trevor est sur le point de commencer. Honnêtement, on dirait qu'elle se considère comme la petite amie de Trevor, mais c'est une toute autre histoire. Pendant ce temps, de retour au château, Alucard revient et a une vision de son père. L'hallucination s'estompe après un court instant, et il commence à réfléchir à ce que le château a dû représenter pour son père de son vivant. Il se dirige vers l'ancien bureau de Dracula, s'assit et se met à se remémorer ce que c'était d'être un enfant. Alors que les souvenirs affluent, il voit sa mère et s'effondre, pleurant comme un petit enfant. Environ un mois plus tard, Alucard mène une vie plutôt tranquille. Il part tôt pour chasser son dîner, ce qui est bien différent des vampires assoiffés de sang habituels. Sur le chemin du retour, il prend quelques légumes, prépare un bon dîner de poisson, puis commence à discuter avec des poupées. Oui, vous avez bien entendu, des poupées, l'une ressemble à Trevor et l'autre à Sypha. Le gars est clairement en train de perdre la tête, et cela ne fait qu'un mois que Trevor et Sypha ont quitté le château. Pendant ce temps, Trevor et Sypha traversent des bois dans leur chariot, se dirigeant vers on ne sait où. Ils remarquent une meute de démons qui les suit mais continue de rouler, essayant d'attirer les démons dans un meilleur endroit pour un combat. Quand les démons surgissent enfin des arbres, Sypha fait semblant d'être sans défense comme une simple passante, mais elle change très vite de tactique. Elle saute en l'air, utilisant la magie du feu pour se maintenir en lévitation. Le premier démon qu'elle repère est carbonisé, et le suivant. Trevor l'élimine avec son fouet étoile du matin, le laissant en morceaux. Après cela, Trevor calme ses chevaux effrayés, mais cela le rend vulnérable à l'attaque d'un autre démon. Il essaie de le repousser, mais finit par perdre son fouet et doit se battre à main nue. Pendant que Trevor s'occupe de ça, Sypha est aux prises avec un autre démon. Elle esquive chaque attaque comme une pro, puis brûle le visage du démon, le renvoyant directement en enfer. Son combat terminé, Trevor est toujours en plein cœur de l'action, frappant le démon mais peinant à en finir. Il esquive la plupart de ses coups et utilise les arbres autour de lui pour rester hors de danger. Finalement, il piège le démon dans une mauvaise position et lui brise les jambes. Pendant ce temps, Sypha poursuit un autre démon qui court sur de la glace en plein air. Elle s'approche suffisamment, bondit et lance une lance de glace en plein dans sa tête. De retour avec Trevor, il passe en mode complètement sauvage. Il brise l'autre jambe de son adversaire démoniaque et l'achève en lui brisant le cou. Épuisé, il tombe à genoux, essayant de reprendre son souffle. Sypha arrive, toute excitée car elle vient d'éliminer un tas de démons. Trevor traîne le corps du dernier démon jusqu'à leur chariot.
pensant que cela effraiera tout autre démon assez stupide pour s'en prendre à eux. Cette nuit-là, Carmilla et son équipage arrivent enfin en Styrie, et ils sont épuisés. Sa sœur, ses co-dirigeantes ou peu importe, sont ravis de la voir, mais il ne leur faut pas longtemps pour réaliser que le voyage de Carmilla a été un véritable chaos. Donc selon Carmilla, elle a perdu ses chevaux à cause de créatures de la nuit et d'un tas d'humains stupides qui se battaient sur sa route. Quand ses soldats vampires entrent dans le château, le dernier à apparaître est Hector, et honnêtement, le gars a l'air d'une épave totale. Carmilla le présente à ses sœurs, l'appelant une chose, et dit à Striga de le jeter dans une cellule et de lui lancer de la nourriture une fois par jour. Quand elle demande qui il est, Carmilla le traite simplement de sac à mer de pleurnichard. Totalement anéanti, Hector obéit et est traîné dans le château comme un chien errant triste. Une fois à l'intérieur, il le jette nu dans une cellule et lui donne un minuscule morceau de pain moisi. Il essaie de le manger mais aperçoit une termite en sortir et boum, il se remet à pleurer comme un enfant perdu. Pendant ce temps, les sœurs de Carmilla, Striga et Lénora la saluent et Marana l'interroge sur les chevaux. Carmilla invente des excuses bidons sur la perte de nombreux hommes et chevaux. Mais finalement, elle lui donne du sang de vierge à boire. Les sœurs sont juste heureuses qu'elle soit de retour, et il est clair qu'elle leur a manqué. Plus tard cette nuit-là, un homme nommé Saint-Germain arrive dans une ville appelée Lindenfeld et essaie d'acheter des provisions. La commerçante refuse ses pièces car elles viennent d'un autre continent. Il finit donc par la surpayer pour une pomme. Juste à ce moment-là, Trevor et Saifa arrivent en ville, traînant le cadavre d'un démon. Leur arrivée attire l'attention de tous, mais Trevor sort et explique qu'ils ont réglé le problème des démons de la ville. Il s'avère que l'endroit a été confronté à des attaques qui ont détruit leur approvisionnement alimentaire. Le juge de la ville arrive et se présente à Saifa et à son petit ami. Peu de temps après, des types ressemblant à des moines arrivent, super intéressés par le démon mort. Leur chef, Prior Sala, semble en savoir beaucoup trop sur la mort de Dracula pour quelqu'un qui n'était même pas là. Saifa prétend savoir ce qu'il en est de Dracula juste pour obtenir plus d'informations de Sala, mais les choses deviennent vite étranges quand il demande qui a tué Dracula. Quand il le presse, Sala dit qu'il veut tuer celui qui l'a fait parce qu'il croit que Dracula essayait de réunir l'humanité avec sa femme en enfer. Le juge met fin à la conversation et renvoie Sala et son étrange équipage. Après leur départ, le juge explique que Sala et ses disciples sont devenus fous après que leur église ait été frappée par une attaque de démons. En parlant au juge, Trevor et Saifa refusent de donner leur nom de famille car ils ne se sentent pas en sécurité dans la ville. Le juge comprend et serre amicalement la main de Trevor avant de partir. Ensuite, un habitant offre de l'argent à Trevor pour des parties du démon mort. Saifa trouve ça louche, mais Trevor la convainc qu'ils ont besoin de cet argent, puis Trevor aperçoit de la bière et se précipite pour prendre un verre. Le barman lui offre une bière gratuite pour le remercier d'avoir tué les démons. En buvant, Trevor fait une blague grossière sur le fait que la bière est meilleure que ce que les adultes font à huis clos, ce qui énerve Saifa. Elle gèle sa bière par dépit, laissant Trevor se démener pour s'excuser auprès de sa nouvelle petite amie. De retour en Styrie, Hector est aspergé d'un seau d'eau froide, même s'il fait un froid glacial dehors. Il est laissé là, souffrant, pleurant à chaudes larmes. Isaac arrive dans une nouvelle ville, et les habitants paniquent, fuyant pour sauver leur vie à cause de l'escouade de démons qui le suit. Il gare son équipage dehors et leur dit de se calmer pendant qu'il entre dans un magasin. À l'intérieur, le vieux commerçant comprend immédiatement qu'Isaac est un alchimiste. Ils commencent à discuter et le vieil homme, qu'Isaac appelle Mamie, mentionne qu'il connaît l'odeur et le goût de l'enfer. Isaac va droit au but et demande un grand miroir de transmission, mais Mamie n'en a pas. Au lieu de cela, il sort un miroir de distance qui permet de voir des choses lointaines. Suivant les instructions de Mamie, Isaac utilise le miroir pour localiser Hector. Quand il aperçoit Hector enfermé dans une cellule, il éclate de rire, le traitant de traître, puis il vérifie où se trouve Hector et comprend qu'il est en Styrie. Une fois qu'il a terminé, Mamie lui offre le miroir gratuitement juste par gentillesse. Isaac est surpris mais le prend, riant des blagues de Mamie alors qu'il se prépare à partir. Quand il sort, un groupe de soldats armés de piques et de fourches l'attend. Ils lui disent de quitter la ville et Isaac répond « d'accord ». Mais quand ils lui disent qu'il ne peut pas utiliser le port pour traverser la mer, il en a assez, il lâche ses démons et il déchire les soldats comme si de rien n'était, ne laissant personne debout. Sur les quais, un capitaine de navire se détend près de son bateau sirotant de l'alcool. Quand sa bouteille est vide, il la jette dans la rivière et aperçoit Isaac et son équipage de démons. Le gars ne bronche même pas. Au lieu de cela, il entame une conversation décontractée avec Isaac. Isaac le menace en plaisantant de le tuer, lui et tout le monde sur le navire, mais le capitaine se contente d'en rire, disant qu'Isaac a toujours besoin d'un marin. L'attitude du capitaine prend Isaac au dépourvu, et il accepte de le payer pour monter à bord du navire avec ses démons. Le capitaine, qui est chauve, semble enthousiasmé par le voyage, disant que ça va être intéressant. Pendant ce temps, Carmilla sort de sa chambre avec une carte du monde, prête pour une grande réunion avec ses sœurs. Elle appelle la carte l'avenir et commence à détailler son plan pour conquérir un tas de terres. Son idée, rassembler les humains, les enfermer et les utiliser comme bétail sanguin. Ses sœurs pensent qu'elle est folle, mais elle rien quand elle plaisante sur la façon dont les humains peuvent se reproduire comme des fous si on les laisse seuls 5 minutes. Striga qualifie même le plan de génial mais souligne un problème. Elles n'ont pas assez de soldats pour couvrir tous les nouveaux territoires. Carmilla riposte en disant qu'elle a Hector, mais ses sœurs la contredisent à nouveau, lui rappelant qu'Hector a été traité comme une ordure, et que ses démons lui sont toujours fidèles, pas à elle.
Lenora écoute la conversation et intervient, disant qu'elle s'occupera d'Hector elle-même. Elle promet qu'après qu'elle en aura fini avec lui, il rentrera dans le rang. Le lendemain matin, Trevor se réveille et il est assez clair qu'il a passé la nuit avec Sypha. Il sort du lit et se dirige vers le marché pour prendre du pain. Pendant qu'il est là, Saint-Germain apparaît, propose de payer le pain et puis l'entraîne dans une discussion sur les Belmont. À un moment donné, Saint-Germain se présente, mais Trevor a l'air complètement perdu. Ensuite, Saint-Germain va droit au but et demande à Trevor ce qu'il fait à Lindenfeld. Trevor esquive la question et essaie de partir, mais il ne prend même pas le pain avec lui. Pendant que Trevor est parti, Saint-Germain aperçoit le prieur Salah et décide d'engager la conversation. Il s'avère que Saint-Germain veut entrer dans le prieuré, mais Salah n'est pas d'accord. Saint-Germain propose d'aider à décoder des livres dans le prieuré si Salah le laisse entrer. Après quelques allers-retours, Salah accepte, mais ne lui donne qu'un accès limité. Au moment où il termine, Saint-Germain demande soudainement à Salah pourquoi il est si obsédé par l'enfer. Salah révèle le secret, disant que la femme de Dracula est vivante en enfer, et que Dracula est allé à Brala pour la rejoindre là-bas. Après avoir lâché cette bombe, Salah s'en va avec son équipage, laissant Saint-Germain faire les 100 pas et parler tout seul comme un fou. Pendant ce temps, de retour au domaine des Belmont, Alucard est près du ruisseau pour chercher de l'eau quand il remarque que quelque chose ne va pas. Il s'arrête, jette une pierre dans les bois, et puis se précipite dans les arbres. Il se retrouve face à face avec une fille inconnue. Il est prêt à l'éliminer, mais elle le supplie de ne pas le faire, disant qu'elle ne le chassait pas. Elle explique que son amie dans les bois veillait juste sur elle parce qu'elle voulait parler à Alucard. La fille s'appelle Sumi et son amie est Taka. Ce sont tous deux des humains qui faisaient partie de la cour des vampires sous Shaw, l'une des générales de Dracula. Quand Alucard apprend qu'ils sont après Shaw, il leur dit qu'elle est déjà morte. Elle a été éliminée à Brala pendant l'attaque. Malgré cela, Sumi et Taka supplient Alucard de leur apprendre à se défendre et à abattre les vampires. Après quelques hésitations, Alucard accepte finalement et les emmène à son château. Le château les épate, mais ce qui les sidère vraiment, c'est d'apprendre que Dracula est mort. Malgré tout, ils sont ravis de rester avec Alucard et d'apprendre tout ce qu'ils peuvent de lui. Alors Sypha commence à discuter avec Trevor, évoquant toutes les choses folles qu'ils ont faites ensemble, comme abattre des vampires, mettre le feu à des monstres et des démons, et même s'occuper d'une chèvre volante bizarre qui les fait tous les deux éclater de rire. Elle est totalement ravie de voyager avec Trevor et ne regrette rien. En fait, elle est prête pour des aventures encore plus folles. Trevor est du même avis, mais ensuite il commence à parler de toutes les vibrations étranges qu'il a ressenties à Lindenfeld. Il a l'intuition que les prêtres louches du prieuré vénèrent Dracula. Juste à ce moment-là, le juge arrive et les emmène à son bureau. Le juge les interroge sur leur identité et découvre que Trevor est un Belmont et Sypha une magicienne oratrice, mais il ne perd pas de temps et va droit au but. Il veut qu'ils enquêtent sur le prieuré. Il se lance dans cette histoire sur ce qui s'est passé quelques semaines avant leur arrivée. Apparemment, Lindenfeld a été attaqué par une horde de démons et l'équipe du juge les a repoussés. Mais pendant le chaos, un démon d'apparence étrange s'est écrasé à l'intérieur du prieuré. Quand le juge et ses hommes sont arrivés au bâtiment, ils ont entendu des gens crier comme des fous à l'intérieur. Puis, une lumière éclatante a jailli des fenêtres et les cris ont cessé. Après cela, tout l'endroit dégageait une énergie sombre et effrayante et des éclairs ont commencé à frapper partout dans la zone, mais finalement, ça s'est calmé. Quand les prêtres sont enfin sortis, ils avaient ces morceaux carbonisés du démon, mais le juge a pensé que quelque chose n'allait pas, comme s'ils n'étaient pas entiers. De plus, les prêtres avaient l'air complètement dévastés, comme s'ils avaient traversé l'enfer. Les choses sont devenues encore plus louches quand ils n'ont laissé personne entrer dans le prieuré, même pour Thanksgiving. Depuis lors, le prieuré attire tous ces hommes brisés et traumatisés en ville. Maintenant, le juge veut que Trevor et Sypha découvrent ce qui se passe réellement. Trevor n'est pas vraiment enchanté après avoir entendu tout cela, mais un regard à Sypha et il est partant. Après la réunion, Trevor sort et essaie de se concentrer sur le bon côté des choses. Au moins, le juge prend en charge leur logement et leur nourriture, ce qui est honnêtement la principale raison pour laquelle il a accepté. Pendant ce temps, Sypha est toute excitée, car elle va pouvoir se mêler au drame des autres. Plus tard ce soir-là, Isaac se détend avec le capitaine, répondant à des questions profondes sur sa philosophie de vie. Il raconte comment il avait l'habitude de se blesser volontairement, affirmant que cela l'aidait à rester concentré. Le capitaine est assez effrayé par cela, mais il maintient la conversation et demande pourquoi Isaac a arrêté. Isaac se confie sur le fait d'avoir fait partie de l'équipage de Dracula et révèle le grand plan de Dracula pour anéantir l'humanité. Le capitaine est super confus cependant, puisque vous savez, il est humain aussi. Il est assis là, se demandant pourquoi les humains sont toujours là, et Isaac explique que c'est parce que Dracula a été poignardé dans le dos. Puis Isaac raconte cette histoire folle sur la façon dont Dracula lui a sauvé la vie en le jetant dans le désert, et le vieil homme commence à réaliser que Dracula a des motivations sérieusement confuses. Quand le capitaine demande pourquoi Isaac se dirige vers l'Europe, Isaac révèle le secret. Il est en quête de vengeance contre les personnes qui ont trahi Dracula. Il parle de ce type qui lui a donné un miroir magique, puis mentionne nonchalamment qu'il est un maître forgeron. Isaac a cette croyance tordue qu'il fait un travail sacré en tirant des âmes torturées de l'enfer et en les fourrant dans des corps brisés sur terre en tant que démons. Le capitaine reste calme même si le raisonnement d'Isaac est complètement farfelu et écoute. Par curiosité, le vieil homme demande ce qu'Isaac compte faire après avoir réglé ses comptes avec Carmilla. Isaac prend un instant pour réfléchir et dit qu'il mènera à bien l'ancienne mission de Dracula.
Il est convaincu que les humains sont un groupe louche et toxique, et le capitaine répond « Oui, je comprends », mais il souligne ensuite que si l'on anéantit l'humanité, toutes les bonnes choses comme la gentillesse et la compassion disparaissent avec elle. Il plonge profondément dans la nature humaine et suggère qu'au lieu d'anéantir tout le monde, Isaac devrait apprendre aux gens à mieux se comporter. Il n'est pas contre la violence, mais pense qu'Isaac devrait se concentrer sur la diffusion de ses idéaux pour changer l'humanité pour le mieux. Isaac essaie de défendre sa cause, mais il commence à comprendre le point de vue du capitaine et continue d'écouter. Plus tard cette nuit-là, Lenora sort de sa chambre et passe devant la cellule d'Hector. Elle renvoie le garde, mais Hector l'a déjà démasqué, pensant qu'elle prépare quelque chose. Il commence à parler et Hector interroge Lenora et les sœurs vampires qui dirigent le spectacle. Elle se présente comme la diplomate et se présente formellement, lui offrant même quelques baies à grignoter. Hector hésite d'abord, mais après qu'elle insiste un peu, il cède et les mange. Puis, de nulle part, Hector change la donne. Il attrape Lenora, la plaque contre la cellule et lui enroule les mains autour du cou, menaçant de la tuer si elle ne le laisse pas sortir, mais c'est là que Hector commet une énorme erreur. Il oublie qu'il a affaire à une vampire qui est là depuis des lustres. Lenora ne transpire même pas, elle se glisse hors de son emprise comme si de rien n'était et le tabasse violemment. Une fois qu'elle a terminé, elle le quitte avec un avertissement. N'essaie plus jamais de la prendre pour une idiote. De retour au repère de Dracula, Alucard entre dans sa chambre et surprend Sumi et Taka en train d'examiner sa bizarre collection de poupées. Il est totalement embarrassé, mais essaie de faire bonne figure en leur offrant des boissons. Pendant qu'ils traînent, Alucard les divertit, discutant de choses aléatoires comme les engrenages du château et d'autres détails pas si importants. Finalement, il devient curieux et commence à interroger Sumi sur son ancienne maîtresse, Sho. Sumi explique que Sho était une vraie dure à cuire qui vivait dans le nord du Japon avant que tout le drame de Dracula ne se produise. À l'époque, Sumi et Taka étaient coincés dans la forteresse cachée de Cho. Il s'avère que Sumi avait été confiée à Cho enfant. Cho était un peu tordue et adorait avoir une garde d'honneur humaine, mais elle aimait vraiment laisser les chasseurs de vampires essayer de la battre. Les enfants capturés par Cho devaient regarder comment elle démolissait complètement ses chasseurs. Une fois, un chasseur s'est battu avec acharnement, mais a fini par essayer de se suicider quand il ne pouvait pas gagner. Cho est intervenu cependant, et l'a vidé de son sang juste devant tout le monde. Sumi et Taka ont vu tout ce qu'elle faisait et ont compris ses forces et ses faiblesses. Ils ont commencé à planifier leur évasion et quand Cho est parti rejoindre le conseil de guerre de Dracula, ils ont agi. Ils ont anéanti les gardes vampires de Cho, libéré les autres enfants et se sont tirés de là. Après s'être échappés, ils ont décidé de traquer Cho, même s'ils savaient que c'était risqué quoi qu'ils fassent. Alucard écoute leur histoire et réalise qu'ils ont traversé l'enfer. Compatissant, il accepte de les entraîner et propose même de leur apprendre quelques tours de magie. Pendant ce temps, en Styrie, Marana et Striga se détendent dans une haute tour, et il est assez évident qu'elles ont une relation amoureuse. Marana est reconnaissante que Carmilla soit au conseil, car c'est grâce à elle qu'elle a rencontré Striga. Striga, de son côté, est stressée à l'idée de concrétiser le grand plan de domination mondiale de Carmilla. Alors qu'elle se plaint de tous les problèmes liés au plan, Marana la rassure, lui disant que les choses vont s'arranger. Elle rappelle à Striga tout ce qu'elle possède déjà et dit qu'elles peuvent toujours en obtenir davantage. Finalement, Striga en rit et commence à s'enthousiasmer à l'idée de transformer la Styrie en un empire à part entière. Le lendemain, Saint-Germain se rend au prieuré, mais en chemin, il remarque à quel point les prêtres sont perturbés. Quand il arrive, l'endroit est un désastre total, et l'odeur de pourriture est presque insupportable. Salah lui montre où sont les livres, mais commence ensuite à débiter des choses étranges sur la façon dont les démons apportent la lumière. Saint-Germain reste là, stupéfait, tandis que Salah continue de parler de ses idées tordues sur Lucifer et les démons. Alors Saint-Germain repère le symbole sur le brassard de Salah et lui demande ce que c'est. Salah explique que le démon qui a détruit le prieuré le lui a donné. Saint-Germain, totalement choqué, lui dit que le symbole représente le soufre, que les philosophes utilisent comme signe de l'enfer. Une personne normale paniquerait en entendant cela, mais pas Salah. Le gars s'enthousiasme genre « Trop cool, je peux porter un brassard qui crie l'enfer ». Puis il s'en va, disant à Saint-Germain de rester dans cette pièce. Une fois Salah parti, Saint-Germain prend un livre pour se détendre pendant que Trevor et Sypha se faufilent dans l'endroit à la recherche d'indicés. Ils sont surpris par un prêtre qui leur dit « Sortez d'ici tout de suite ». Sypha tente de s'en sortir par le charme, mais le prêtre ne se laisse pas faire et la somme de partir. L'essence de Trevor s'éveille car l'ambiance du prêtre est vraiment louche, et il suspecte que quelque chose de louche se passe. Avant que les choses ne dégénèrent, d'autres prêtres arrivent, alors Trevor et Sypha s'en vont. En sortant, Sypha interpelle les prêtres pour leur symbole infernal, ce qui les énerve, mais Trevor l'entraîne avant que ça ne devienne laid. Dehors, il rencontre le juge, qui est clairement en colère qu'ils aient semé le trouble. L'humeur du juge change lorsque Sypha mentionne que le prieuré sent la magie. Plus tard cette nuit-là, Lenore rend visite à Hector dans sa cellule. Cette fois, elle garde ses distances mais lui offre une pomme et lui demande nonchalamment ce qu'il veut. Hector, mangeant le fruit, dit « des chaussures ». Ils commencent à discuter et Lenore évoque ce que Dracula avait offert à Hector à l'époque. Hector semble confus et dit qu'il n'a jamais vraiment rien voulu de Dracula. Lenore révèle alors le pot aux roses. Ses sœurs prévoient de réduire la population humaine et de les élever comme du bétail pour leur sang. Le plus drôle, c'est que c'est un peu ce qu'Hector voulait quand il était avec Dracula, mais maintenant, il est méfiant et pense qu'elle le manipule. Lenore le remarque et utilise ses talents de persuasion pour le convaincre qu'elle est sincère. Elle promet même de lui offrir une récompense en échange de ses talents.
Avant de partir, le Nord propose de lui procurer une paire de chaussures s'il la laisse discuter avec lui à nouveau. Hector fait une blague, elle rit, et il est assez clair qu'elle pourrait être intéressée par lui. Pendant ce temps, le lendemain, Isaac descend du navire du capitaine avec son équipage de démons et se dirige vers une nouvelle ville. Des soldats arrivent lui disant de déguerpir. Isaac essaie de les raisonner, faisant remarquer que le navire est déjà parti, mais ils n'écoutent pas et veulent en venir aux mains. Grosse erreur. Isaac perd son sang-froid et déchaîne son escouade de démons, qui déchirent les soldats, puis, comme si cela ne suffisait pas, il ressuscite des démons de leurs cadavres et les envoie après le reste des soldats. C'est un bain de sang total. Le lendemain, Trevor se réveille et se dirige vers les bois. En chemin, il écarte un renard et continue d'avancer jusqu'à une petite étendue d'eau. Là, il commence à se parler, se plaignant à quel point il est fatigué de sa vie. Il ne comprend plus pourquoi il se donne encore la peine. Bien sûr, il aimait n'avoir pas d'amis, être expulsé de l'église et tout ça, mais il est confus de la façon dont tout a changé à cause de Sypha. À ce moment-là, le juge apparaît et commence à répondre à ses questions. Trevor suspecte immédiatement que le juge l'a suivi, mais il s'avère que le juge se rend juste à cet endroit pour se vider l'esprit. Ils finissent par discuter de leur vie, aussi bien adultes que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Après un moment, ils partagent un verre et retournent en ville. Quand ils atteignent la porte de la ville, le juge remarque un étrange symbole dessiné à proximité. Trevor hausse les épaules, pensant qu'un enfant grincheux a dû le faire, mais le juge insiste qu'aucun enfant de sa ville ne ferait une chose pareille. Pendant ce temps, Saint-Germain traîne au prieuré, attendant le bon moment pour fouiner. Il arrête de lire quand il remarque que les prêtres ont quitté le bâtiment. Sortant une gemme lumineuse, il marmonne. C'est vraiment ici, et laisse sa curiosité prendre le dessus. Il suit la lueur de la gemme jusqu'à une partie souterraine du prieuré. Aux escaliers, il repère un énorme symbole alchimique qui semble aussi représenter l'enfer. Avant qu'il ne puisse descendre une marche, Salah sort de l'ombre et le prend au dépourvu. Paniqué, Saint-Germain invente une excuse, disant qu'il cherche les toilettes. Salah n'y croit pas entièrement, mais finit par accepter l'histoire de Saint-Germain sur les toilettes publiques courantes dans la capitale. Salah lui dit de faire ses affaires en dehors du prieuré, et Saint-Germain part, retournant en ville. En chemin, il rencontre Sypha, qui entame une conversation sur le prieuré. Saint-Germain admet qu'il l'a enquêté, et révèle aussi qu'il est magicien. Quand Sypha en parle, il dit qu'il n'aime pas montrer sa magie. Baissant la voix, il lui parle de sa dernière découverte. Quelque chose de louche se passe au prieuré, et ça sent la créature de la nuit. Pendant qu'il parle, Sypha remarque un symbole gravé sur le mur et s'approche pour l'examiner. Un examen plus attentif révèle que le symbole représente l'enfer et le soufre. Quand elle pose la question, Saint-Germain dit que les prêtres ont affirmé qu'il venait d'un visiteur. Cet indice fait réfléchir Sypha. Essayant de reconstituer ce qui s'est réellement passé quand une créature de la nuit a fait irruption dans le prieuré, alors elle sort de ses pensées et demande directement à Saint-Germain ce qu'il fait au prieuré. Il est un peu évasif et dit juste que c'est personnel. Puis Trevor arrive, parlant d'un étrange symbole qu'il a vu à la porte de la ville et qui ressemble à celui lié à Saint-Germain. Trevor propose de prendre un verre avec lui, mais Saint-Germain ne veut toujours pas révéler le fin mot de son affaire au prieuré. Trevor n'accepte pas un non comme réponse et entraîne Saint-Germain en plaisantant dans un bar. Pendant ce temps, Alucard est occupé à entraîner Sumi et Taka. Il utilise cette longue épée pour les maintenir à distance, s'assurant qu'ils ne peuvent pas s'approcher trop près. La séance dure un peu, mais sans surprise, Alucard les domine totalement. Sumi se plaint de la longue épée, mais Alucard la prévient de ne jamais laisser un vampire s'approcher trop près. Pendant l'entraînement, Alucard baisse sa garde un instant, et Taka lance une attaque espiègle. Ils finissent tous par terre en riant. Alucard se lève, portant Sumi sur son dos, et suggère de leur montrer des choses cool dans le château. Taka et Sumi sont tout à fait d'accord et le suivent joyeusement. De retour à Lindenfell, Saint-Germain essaie de distraire Trevor avec une histoire sur ses folles journées de beuverie, mais Trevor le coupe et exige de savoir ce qui se passe avec le prieuré. Pris au dépourvu, Saint-Germain commence à parler du corridor infini, dont on dit qu'il permet de voyager entre les dimensions. Trevor et Sypha en ont déjà entendu parler, mais Sypha pense que c'est une porte vers l'enfer. Saint-Germain dit que les deux sont vrais mais penche pour la théorie de l'enfer. Il partage qu'il a perdu quelqu'un de proche dans le corridor et a essayé de trouver un moyen d'y retourner pour les sauver. Il montre une gemme à Sypha et révèle que le portail vers le corridor infini est sous le prieuré. Cela choque totalement Sypha, mais elle continue d'écouter pour obtenir plus de détails. Maintenant, elle commence à penser que les actions de Salah au prieuré et les étranges signes autour de la ville ne sont pas juste aléatoires. Cette nuit-là, le Nord se détend avec Hector, qui a enfin des vêtements. Alors qu'il met ses chaussures, elle fait une blague sur le fait qu'il a l'air plus humain maintenant. Hector la remercie pour la tenue, mais est un peu gêné quand elle le taquine sur ses attributs qui pendraient s'il était nu. Elle l'invite à se promener, mais il y a une condition. Il doit porter un collier pour le contrôler. Hector n'est pas enchanté, mais il prend sur lui et accepte, juste pour pouvoir sortir un peu. C'est la nuit, et l'air extérieur est glacial. Hector frissonne jusqu'à ce qu'il comprenne que toute la chaleur du château est canalisée vers la prison. Il est choqué, il pensait que Carmilla était totalement froide, mais cela le prend au dépourvu. Pendant qu'il marche, Hector commence à parler de la beauté du jour, mais le Nord le coupe court. Elle l'emmène à un endroit où le royaume est magnifique sous le clair de lune. Hector admet que c'est une belle vue mais continue de tripoter le collier.
Quand Lenore lui demande pourquoi ça le dérange tant, il explique que ça lui rappelle la fois où quelqu'un d'autre lui en a mis un, Carmilla, qui l'a tabassé à bras là. Lenore, bien sûr, défend Carmilla, disant que si elle l'avait vraiment voulu mort, il ne serait pas là en ce moment. Elle admet que Carmilla a du tempérament, mais insiste qu'elle est logique dans ses choix. Hector écoute mais ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Carmilla l'a fait trahir Dracula. Lenore soutient que Carmilla l'a en fait sauvé puisque Dracula était devenu complètement fou à ce moment-là. Pendant ce temps, Striga écoute leur conversation et rapporte plus tard les plaintes d'Hector à Carmilla. Carmilla en rit simplement quand elle entend les plaintes d'Hector, mais Striga a de plus grandes inquiétudes. Elle stresse à l'idée de savoir où ils vont trouver suffisamment de cadavres pour qu'Hector puisse créer des démons. Elle craint que s'ils commencent à utiliser les humains locaux, cela ne provoque une grave pénurie de nourriture pour son peuple. Plus tard cette nuit-là, Hector retourne au château et découvre qu'il a une nouvelle cellule. Celle-ci est une sérieuse amélioration, elle a un lit, des livres et même une table pour travailler. Il est sincèrement reconnaissant à Lenora de l'avoir aidé. Alors qu'il entre, Lenora se penche, le taquinant en l'embrassant presque avant de s'éloigner. Pendant ce temps, à Lindenfeld, Trevor et Sypha veillent tard en parlant de Saint-Germain. Ils se sentent mal pour lui et ne savent pas s'ils devraient intervenir pour l'aider. Son histoire touche vraiment Trevor, c'est tellement triste et solitaire. Sypha ressent la même chose et suggère qu'ils essaient de l'aider à comprendre les choses. Alors, il y a ce prêtre louche qui se faufile sous leur appartement, gravant un étrange symbole sur le mur. Pendant ce temps, Saint-Germain est dans une grange, pris dans un cauchemar. Dans son rêve, il erre dans le corridor infini, cherchant désespérément un moyen d'atteindre quelqu'un qu'il a perdu. Il explore de nombreuses dimensions différentes, mais devient super frustré quand il ne la trouve pas. Juste au moment où il est sur le point de perdre espoir, il la voit enfin. Il l'appelle, tendant la main pour qu'elle la prenne, mais au lieu de cela, elle lui envoie une gemme qui traque le portail. Le portail se ferme, et Saint-Germain commence à tomber jusqu'à ce qu'il se réveille, allaitant, totalement paniqué. Une fois calmé, il prend son journal et note tout ce qu'il a vu dans le rêve. Sa bien-aimée lui manque terriblement, et il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour la récupérer. Pendant ce temps, Isaac se détend près d'un feu de camp, entouré de son escouade de démons. Pendant qu'il médite, il appelle l'un des démons qui peut réellement parler. Le démon s'approche, et il commence à discuter du passé du démon. Il s'avère que quand le démon était humain, il était un érudit en Grèce. Il dit qu'il était philosophe, mais l'église de l'époque considérait son œuvre comme pécheresse. Ils l'ont trahi, pourchassé et torturé. Même s'il a menti pour tenter de se sauver, ils l'ont quand même tué à la fin. Maintenant, il est en quelque sorte content d'avoir fini en enfer parce qu'être un démon lui donne une chance de se venger de l'humanité. Il remercie Isaac de l'avoir laissé faire partie de l'équipe et promet de profiter au maximum de sa seconde chance. Isaac écoute simplement avec ce regard sérieux sur son visage, probablement déjà en train de comploter son prochain grand coup pour anéantir l'humanité, tout comme son ancien patron Dracula. Le lendemain, Alucard quitte le château avec Taka et Sumi qui l'accompagnent. Taka pousse un grand bâillement et demande à Alucard s'il va enfin lui montrer le reste de l'armurerie du château comme il l'avait promis. Alucard ne prend même pas la peine de répondre et les conduit directement au domaine des Belmont. Ils arrivent à la bibliothèque et il y a maintenant ce système de poulies à l'entrée pour que les gens ne tombent pas accidentellement à la mort en essayant d'entrer. Alucard le met en marche et l'appareil descend lentement jusqu'en bas. Une fois à l'intérieur, il allume l'électricité et Sumi est tout écarquillée, pensant qu'il fait une sorte de magie. Elle ne comprend clairement pas le concept d'électricité et d'ampoule. Alucard leur fait faire une petite visite de la bibliothèque et commence à montrer toutes sortes d'outils et d'armes conçus pour éliminer les vampires et les démons. En chemin, Sumi et Taka ne cessent de poser des questions sur la chasse aux vampires, mais Alucard leur dit de se calmer et de se concentrer sur une chose à la fois. Taka, cependant, a l'air un peu stressé, craignant de ne pas en savoir assez ou de ne pas avoir les compétences nécessaires pour affronter de grands et méchants vampires le moment venu. Pendant ce temps, de retour à Lindenfeld, le juge aperçoit cet enfant qui court sur la place du marché et l'arrête. Il rappelle au garçon qu'on lui a déjà dit de ne pas faire ça, mais il s'adoucit ensuite et lui demande s'il veut des pommes. L'enfant est tout excité et part dans la direction indiquée par le juge, se dirigeant vers un pommier. Alors que l'enfant s'éloigne en courant, le juge se retourne et remarque que Saint-Germain est déjà debout et actif. Saint-Germain l'écarte et se dirige directement vers le prieuré. Là, il examine un livre et remarque que quelque chose ne va pas. En le feuilletant, il réalise qu'un paquet de pages manque. Pendant qu'il est plongé dans ses pensées, il aperçoit Salah et l'appelle. Il commence à parler des pages manquantes et Saint-Germain semble assez perturbé puisque ces pages détaillaient apparemment des moyens de ramener les gens de l'enfer. Salah fait l'idiot, disant qu'il n'en sait rien, puis plaisante en disant que quelqu'un a pu être utilisé les pages comme papier toilette. Il s'en va, laissant Saint-Germain encore plus suspicieux. Plus tard ce matin-là, Isaac arrive dans une nouvelle colonie et voit cette vieille femme, Miranda, assise devant chez elle. Elle le reconnaît immédiatement comme un alchimiste et lui dit qu'il n'y a pas de corps frais pour son travail. Quand il demande pourquoi, elle dit que la colonie était pleine de gens, mais maintenant elle est vide. Isaac la soupçonne immédiatement de les avoir anéantis, mais Miranda le nie, disant que ce genre de choses dépasse ses pouvoirs. Isaac réalise qu'elle est plus une sorcière qu'il ne le pensait et écoute son histoire sur la façon dont un magicien fou a chassé tous les humains de la colonie.
Selon elle, le rêve de ce type est de construire une ville, et maintenant il utilise les humains comme des fourmis ouvrières pour y parvenir. Le fait qu'elle soit la seule restante dans la colonie dérange vraiment Isaac, mais elle continue simplement de montrer ses pouvoirs. À un moment donné, Isaac perd son sang-froid et sort presque sa dague, mais s'arrête quand Miranda désactive ses pouvoirs. Elle explique qu'utiliser la magie l'épuise, mais qu'elle pourrait quand même se défendre contre le magicien fou. Isaac s'assit pendant que Miranda se plaint que le magicien a tout ce dont il a besoin. Elle est clairement en colère, mais quand elle apprend qu'Isaac se dirige vers la Styrie pour tuer des gens, elle sourit, puis elle lâche une bombe. Le magicien fou possède un énorme miroir de transmission. Cela stupéfie Isaac, mais Miranda continue, lui disant que le miroir peut transporter une tonne de personnes à la fois. Maintenant, tout ce à quoi Isaac peut penser est d'éliminer le magicien et de s'emparer du miroir. Miranda suggère même de transformer les sbires du magicien en démons pour aider à la mission d'Isaac. Isaac pense que les humains préféreraient probablement devenir des démons et le rejoindre puisque le magicien les a si maltraités. Pendant qu'elle parle, Miranda affiche ce sourire super effrayant et maléfique qui effraie même Isaac. Il réalise qu'elle est bien plus sinistre et intense que lui. Puis il se lève, prêt à se diriger vers la ville suivante et à affronter le magicien fou. Cet après-midi-là, Trevor et Sypha aperçoivent deux prêtres dessinant d'étranges symboles sur un bâtiment à Lindenfeld. Sypha veut les interroger, mais Trevor passe directement au combat. Il se bat avec les deux prêtres, et même s'il est en infériorité numérique, il tient bon et assomme l'un d'eux. L'autre reçoit un sale coup de poing au visage et tombe comme une pierre. Trevor attrape le prêtre inconscient, le jette dans un tonneau et emmène l'autre chez le juge. Pendant ce temps, le juge sort d'une pièce de sa maison, l'air super tremblant et nerveux. Quand il découvre que Trevor et Sypha sont dehors, il panique un instant, mais se ressaisit ensuite avec une profonde inspiration. Trevor fait irruption avec le prêtre malmené et commence à l'interroger sur les symboles, mais le type ne veut pas parler. Sypha informe le juge de ce qu'elle sait sur les signes démoniaques, et le juge réalise que les prêtres préparent quelque chose d'important. Pendant ce temps, Saint-Germain se faufile au niveau inférieur du prieuré après s'être assuré que tous les prêtres sont partis. Au bas des escaliers, il voit cette lumière vive et a un peu peur, mais il aperçoit ensuite un démon enchaîné et cloué à un cadre en bois à l'autre bout de l'escalier. En Styrie, Morana se réveille l'après-midi et voit Striga déjà debout et au travail. Quand Morana demande pourquoi elle est réveillée, Striga dit qu'elle retravaille ses plans de bataille. Elle est stressée par les grandes idées de Carmilla parce qu'elles n'ont pas assez de soldats pour les réaliser. Les chaînes d'approvisionnement en armes sont aussi un casse-tête, et Morana essaie de la distraire de trop y penser. Ce qui perturbe vraiment Striga, cependant, c'est que Hector a besoin de corps morts pour son travail, tandis que les vampires ont besoin d'humains vivants pour leur sang. C'est un équilibre difficile, et Striga n'arrive pas à le comprendre. Morana suggère de jeter des piles d'argent aux mercenaires pour les rallier à leur cause, et ensuite les lâcher sur les humains. Striga aime l'idée et esquisse un sourire. Juste à ce moment-là, Carmilla fait irruption, grommelant que les deux tourtereaux l'empêchent de dormir. Quand on lui demande pourquoi elle est debout, Striga explique qu'elle s'assure que le plan de bataille est solide. Même si elle est épuisée, Carmilla accepte de s'asseoir avec elle et de discuter stratégie. Pendant ce temps, Taka et Sumi quittent le domaine des Belmont, pensant à quel point Alucard semble solitaire. Ils se sentent mal pour lui. Il a sauvé l'humanité de l'anéantissement et a même tué son propre père pour cela, mais il pense aussi qu'Alucard pourrait s'isoler volontairement, comme s'il se punissait pour ce qu'il a fait. Taka suggère de lui offrir quelque chose pour lui remonter le moral, et Sumi est d'accord avec l'idée. À Lindenfeld, Saint-Germain se faufile au niveau inférieur du prieuré et est stupéfait quand il voit un démon. Il a du mal à comprendre la situation quand le démon devient agressif et il s'enfuit de la pièce. En sortant, il tombe sur Salah et panique complètement. Réfléchissant vite, il invente une excuse en disant qu'il se dégourdissait juste les jambes. Avant de partir, il avertit Salah de quitter le bâtiment, disant que les anciens résidents jouaient avec l'enfer. Intéressé, il écoute attentivement. Saint-Germain commence à parler d'une porte vers l'enfer cachée dans le bâtiment et avertit Salah de partir avant que les choses n'empirent. Mais en réalité, il essaie juste de détourner Salah de ce qu'il faisait en bas. Après avoir raconté son histoire, il s'en va. Au même moment, le juge découvre que Salah prévoit de déchaîner l'enfer sur terre. Cela le sidère quand un prêtre révèle tout sur le démon du prieuré et comment il a tyrannisé les autres prêtres. Saint-Germain arrive et lâche la bombe. Un démon nocturne se cache au prieuré. Trevor, sans hésiter, assomme le prêtre pour que Saint-Germain puisse tout révéler. Tandis que Saint-Germain explique ses découvertes au prieuré, le juge décide qu'il est temps de rassembler son équipe et de passer à l'attaque. Il suggère d'attaquer le prieuré au coucher du soleil et Trevor est partant. Le juge part préparer ses hommes pendant que Trevor discute stratégie. Au cours de la conversation, Saint-Germain comprend que Trevor essaie de l'aider à entrer dans le corridor infini et il est très reconnaissant. Pendant ce temps, Salah et son sombre groupe de prêtres sont rassemblés autour de la créature nocturne au prieuré, complotant leur prochain coup une fois le soleil couché. Au château de Dracula, Alucard joue les guides, faisant visiter les lieux à ses invités, mais Taka et Sumi sont un peu trop obsédés par l'armurerie du château. Ils commencent même à penser qu'Alucard leur cache des choses. Alucard marque une pause quand Taka prend la parole, puis les rassure en disant qu'ils ont tout le temps d'explorer. Il promet de leur montrer plus du château plus tard.
De retour en Styrie, Hector remarque une bague au doigt de Lenora quand elle passe devant sa cellule. Il l'interroge, elle hausse les épaules, disant qu'elle l'a toujours portée et qu'il n'avait juste pas remarqué. Elle explique que c'est un signe de loyauté qu'elle partage avec ses sœurs. Ils commencent à discuter et Hector évoque quelque chose qu'il a lu dans la littérature vampirique et qui a piqué son intérêt. Pendant qu'il s'enthousiasme pour le livre, Lenora, de l'autre côté de la cellule, prépare le lit pour ce qui ressemble à une séance de procréation. Une fois qu'elle a fini, elle le trouve joli pour attirer son attention et mentionne à quel point il est traité injustement, étant donné qu'il est un acteur clé dans le plan de Carmilla. Elle taquine même l'idée de le libérer, mais se rétracte vite, disant qu'elle est loyale envers ses sœurs. Elle l'invite à s'asseoir sur le lit, et le gars le fait. Le pauvre essaie de garder son calme, mais ses émotions et ses hormones sont en ébullition. Puis elle lâche une bombe. Elle suggère qu'il quitte la Styrie parce qu'elle pense que le plan de Carmilla est foireux. Au coucher du soleil, le juge, son équipe et les autres marchent vers le prieuré, prêts à affronter Salah et sa bande sinistre. En chemin, Sypha, curieuse, interroge Saint-Germain sur le corridor infini, mais panique complètement quand elle apprend qu'il peut le contrôler. Quand ils atteignent le prieuré, le juge interpelle Salah, mais le type ne prend même pas la peine de répondre. Il s'avère que Salah est occupé en bas, menant un rituel démoniaque avec ses prêtres endocrinés. Quand le soleil disparaît, une famille en ville se rassemble autour de la table pour dîner ensemble. Mais pendant qu'ils mangent, le sinistre symbole démoniaque sur leur porte se met à briller, et boum, la maison s'embrase. La même chose arrive à d'autres familles tranquilles chez elles. Trevor et l'équipe observent toute cette folie de loin, et remarquent les âmes lumineuses des morts se dirigeant droit vers le prieuré. Effectivement, les âmes ardentes foncent dans le prieuré, se dirigeant directement vers le démon caché en dessous. Dehors, le juge essaie de comprendre ce qui se passe. Quand il commence à exprimer ses inquiétudes, Sypha explique que tout cela fait partie d'un rituel de récolte d'âmes. Cela l'énerve, alors il ordonne à ses hommes d'attaquer le prieuré. Pendant ce temps, l'équipe de Salah sort en trombe, armée et prête à en découdre. Tandis que tout ce chaos se prépare, Hector est en Styrie, essayant de se lier à une vampire royale, et Isaac se rend dans une autre ville pour affronter un magicien fou et prendre le contrôle de son armée humaine. Les pauvres humains de cette ville sont exploités jusqu'à l'os, effectuant un travail brutal pire que la mort. Isaac arrive, déchaîne son escouade de démons et libère les humains du sortilège du magicien. Certains d'entre eux sont transformés en démons, renforçant encore l'armée d'Isaac. Pendant ce temps, Taka et Sumi sont chez Alucard, s'offrant à lui pour la nuit. De retour à Lindenfeld, Sypha et Trevor affrontent les hommes de Salah, qui opposent une résistance sérieuse en essayant d'entrer dans le prieuré. Tous deux utilisent leurs compétences de combat redoutables pour brûler et détruire les prêtres corrompus, les envoyant directement en enfer. Saint-Germain perd la tête, voyant des têtes rouler, des entrailles se répandre et des cerveaux éclaboussés. Il est presque éliminé par une attaque sournoise, mais Sypha le sauve en projetant des blocs de glace juste à temps. Dans les profondeurs du prieuré, les âmes ardentes atteignent enfin le corps du démon. Cela déclenche une folle action de faille dimensionnelle, laissant Salah stupéfait. Une horde de démons déferle du portail, prête à anéantir quiconque se dresse sur le chemin du rituel. De retour dans le monde d'Isaac, il fait face à une certaine résistance alors qu'il tente de prendre le contrôle des esclaves du magicien. Il en élimine quelques-uns, mais réalise que son armée n'est pas suffisante pour gérer la situation. Apercevant une lumière vive venant d'une tour, il se dirige par là, transformant d'autres humains morts en démons au fur et à mesure, et les envoyant combattre les esclaves. Mais ensuite, les esclaves font un mouvement étrange, formant une boule flottante dans l'air qui commence à attaquer les démons d'Isaac. Esquivant les attaques de tous côtés, Isaac concentre son pouvoir et invoque un démon massif dans un cadavre. Ce démon géant apparaît, électrifie les esclaves et donne à Isaac l'ouverture dont il a besoin pour atteindre la tour. Il se fraye un chemin jusqu'au sommet, éliminant d'autres esclaves en chemin, mais non sans se faire un peu amocher lui-même. À Lindenfeld, des démons volants commencent à déferler de sous le prieuré, attaquant tout le monde, l'équipe de Sypha et les hommes de Salah. Trevor et Sypha passent à l'action, éliminant les démons à tour de bras. D'un seul coup de fouet étoile du matin de Trevor, toute une meute de démons explose et est renvoyée en enfer. Mais ensuite, un grand et méchant démon apparaît sur le toit du prieuré, l'air de vouloir en découdre. Trevor charge le premier, avec Sypha en soutien. Même avec leurs efforts combinés, ils ne semblent pas pouvoir faire beaucoup de dégâts à la bête hideuse. Finalement, Trevor en a marre et se libère de l'emprise du démon, prêt à passer au niveau supérieur. Alors, Sypha est en l'air, se battant avec ce démon redoutable, elle maîtrise sa magie de glace et déjoue complètement le type, le piégeant en plein vol. À la fin, le démon est grillé. Il a perdu sa tête, ses membres et son cœur sous les lames glacées de Sypha. En bas, Trevor est en mode bête, affrontant un autre démon de près avec son fouet étoile du matin. Il raccourcit le fouet et démolit absolument le démon jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas inerte sur le sol. Une fois cela fait, Trevor rejoint Saint-Germain et Sypha au prieuré pour qu'il puisse descendre au sous-sol. Pendant ce temps, Isaac a grimpé jusqu'à la pièce la plus haute de la tour et tombe sur cet esclave surpuissant. Peu importe à quel point le gars est musclé, Isaac l'élimine d'un coup fatal et le type tombe raide mort. Isaac continue d'avancer mais est frappé par un sortilège fou de ce magicien dérangé. Or, si vous connaissez Isaac, vous savez qu'il est tout entier dévoué à la concentration et à la discipline.
Il se ressaisit, se libère du sortilège du magicien et en sort vainqueur. Le magicien est abasourdi, se demandant comment il a fait ça, mais avant qu'il ne puisse le comprendre, boum, il a une dague dans le cœur et c'est fini pour lui. Dès qu'il est parti, tous les esclaves dehors s'effondrent, enfin libérés du sortilège. Isaac est excité, il a une armée entière et un miroir de transmission à retrouver. En Styrie, Lénora manipule Hector comme une marionnette, le séduisant pour qu'il lui jure allégeance. Et ce type, il laisse ses hormones penser à sa place et ne réalise même pas qu'il est manipulé. Au château de Dracula, Taka et Sumi jouent un sale tour à Alucard, utilisant des ruses séductrices pour lui passer des bracelets enchantés. La magie agit immédiatement, bloquant les mouvements d'Alucard. Pendant ce temps, Lenora glisse une bague à la main d'Hector, scellant une sorte de contrat de loyauté. C'est terriblement douloureux pour Hector, mais il est trop tard, il s'est déjà piégé lui-même. De retour à Lindenfeld, le démon sous le prieuré finit d'absorber la flamme des âmes et l'utilise pour ouvrir un portail vers le corridor infini. Le portail se dirige vers l'enfer, directement vers la zone glacée où Dracula se repose avec sa femme, Lisa. Pendant ce temps, Isaac erre dans les tours du fou, à la recherche du miroir de transmission dont Miranda lui a parlé. Après quelques minutes de vaine recherche, il défonce une porte verrouillée et trouve des morceaux du miroir flottant dans l'air. Il prend le contrôle du miroir et le reconstitue. La première personne qu'il aperçoit dans le miroir est Miranda, qui lui fait un signe de la main. Après cela, il s'éloigne du miroir et envoie ses démons poursuivre le massacre. De retour à Lindenfeld, un démon possédé par une âme s'en prend à Trevor et Sypha, crachant du feu infernal partout. D'autres démons surgissent du portail, les piégeant tous les deux au milieu. Mais ils ne reculent pas. Ils se jettent directement dans la mêlée. Sypha lance du feu et utilise sa magie élémentaire, tandis que Trevor brandit son fouet étoile du matin et utilise sa force brute. Il abat un démon facilement, mais un autre le saute par derrière. Sypha fait preuve de créativité, gelant le sol pour pouvoir glisser dessus en douceur. Une fois de l'autre côté de la pièce, elle lance un disque de glace qui élimine 3 démons d'un coup. Trevor tient bon. Repoussant 2 démons en même temps, il balance son fouet rapidement, s'assurant de ne laisser aucune ouverture à ses ennemis. Mais ensuite, un démon lui lance une lance et il tombe au sol. Sypha, pendant ce temps, esquive les flèches d'un autre démon. Pendant qu'elle y est, elle remarque un autre démon se préparant à une vilaine attaque magique. Elle ne bronche pas, elle contre-attaque et le réduit en cendres. De retour au combat, Trevor attire l'attention du démon possédé par l'âme. Il se prépare à se défendre, mais réalise vite que son fouet ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est là qu'il comprend, il va devoir tuer cette chose encore et encore avant qu'elle ne soit vraiment morte. Avec cela en tête, il se prépare pour la prochaine attaque, mais le démon le met à terre à nouveau. Pourtant, Trevor se relève, prêt pour un autre round. Pendant ce temps, Salah sort du prieuré en panique et tombe droit sur le juge. Salah le prend par surprise et le poignarde à l'estomac. Même si le juge se vide de son sang, il propose d'aider Salah à s'échapper rapidement de la ville. Salah est stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que le juge l'aide. Le juge lui indique un pommier dans les bois, disant qu'il y a une sortie au-delà. Salah ne perd pas de temps et fonce vers les bois. De retour au combat, Sypha esquive toujours les flèches et affronte le démon qui lui tire dessus. Alors qu'elle avance, elle aperçoit de l'eau sur le sol et utilise de la magie pour anéantir le démon. Pendant ce temps, Trevor intensifie son attaque, se donnant à fond contre le démon possédé par les âmes. Chaque fois qu'il est mis à terre, il se relève, prêt à se battre. Mais ensuite, une fois, il se lève et perd juste la tête, passant en mode bête, arrachant les âmes du démon. Il encaisse même une explosion de feu infernal directe, bien que l'explosion le projette en arrière de quelques mètres. De l'autre côté de la pièce, Saint-Germain travaille à prendre le contrôle du corridor infini. Quand il aperçoit Dracula de l'autre côté, il comprend, les démons essaient de ramener Dracula à la vie. Paniqué, Saint-Germain saute sur le démon Souljack et utilise sa gemme lumineuse pour en prendre le contrôle. Il essaie de rediriger le portail pour trouver la personne qu'il cherche et le fermer. Une fois le portail ouvert là où il doit aller, il lâche le démon et saute pour le refermer. Une fois parti, Trevor canalise une quantité folle d'énergie dans son fouet étoile du matin et démolit absolument le démon, l'envoyant directement en enfer. Le démon meurt sur le coup, mais l'explosion commence à faire s'effondrer le prieuré petit à petit. Au château de Dracula, Alucard supplie Taka et Sumi de le laisser partir, mais ils ne veulent rien savoir. Ces deux idiots pensent qu'Alucard cache quelque chose et prévoient de le transpercer d'un pieu en plein cœur. Alucard plaide, jurant qu'il ne les utilise pas, mais il s'en fiche. Alors qu'il s'apprête à le tuer, Alucard invoque son épée et leur tranche la gorge. Sumi et Taka essaient d'arrêter l'hémorragie, mais c'est déjà la fin pour eux. De retour à Lindenfeld, Trevor et Sypha parviennent à sortir du prieuré juste avant qu'il ne s'effondre. Ils aperçoivent le juge gisant au sol, mais il est trop tard pour le sauver. Quand il demande ce qui s'est passé, il dit qu'il a tué Salah et commence à parler d'un pommier dans les bois. Avant de mourir, il dit à Sypha de brûler sa maison. Pendant ce temps, Salah court pour sa vie dans les bois. Il trébuche en voyant le pommier et tombe dans une fosse remplie de pieux. Il meurt instantanément de multiples coups de couteau. Il s'avère que le juge lui avait tendu un piège. Plus tard cette nuit-là, Alucard est au château de Dracula, pleurant parce qu'il a dû tuer Sumi et Taka. De retour dans les bois, Trevor et Sypha trouvent le piège du juge.
Trevor remarque de minuscules OS sous le corps de Salah et commence à se demander ce qui se passe. Plus tard, il se dirige vers la maison du juge pour la brûler. Trevor insiste pour vérifier derrière une certaine porte, et quand il le fait, il trouve les chaussures d'enfants disparues de la ville. Il s'avère que le juge avait la sale habitude de tuer les gens qui le contrariaient en utilisant cette fosse. Cette découverte dégoûte Trevor et Sypha alors qu'ils quittent la maison. Sypha la brûle sans hésiter, se détestant d'être venue à Lindenfeld en premier lieu. Pendant ce temps, en Styrie, Carmilla tient une réunion avec ses sœurs concernant ses grands projets d'expansion du royaume. Lenora entre avec Hector et jette des anneaux à ses sœurs. Elle explique que les anneaux rendent les démons d'Hector loyaux envers elles toutes. Carmilla sourit jusqu'aux oreilles, Lenora vient de résoudre son problème de démon. Hector, en revanche, réalise qu'il a été complètement dupé. Après la réunion, il perd les pédales, criant sur Lenora avant de s'effondrer au sol, totalement vaincu par la vie dans laquelle il est maintenant piégé. Lenora, cependant, lui dit simplement qu'elle l'a sauvé en faisant de lui son animal de compagnie. Le lendemain matin, Trevor et Sypha sont prêts à quitter Lindenfeld, tous deux l'air sérieusement énervés. En partant, Trevor est honnête avec Sypha, la prévenant que les choses ne feront que s'assombrir à partir de maintenant. Plus tard ce matin-là, Alucard retourne à son château, et à l'entrée, les corps de Sumi et Taka sont suspendus à des pieux,